Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 302 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de OKC. On va en parler en deux temps avec un aspect de construction d'équipe et aussi les ajouts tactiques, bien sûr, de Hartenstein et Caruso. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, l'intersaison de OKC. On va essayer de parler de ça un peu aujourd'hui, et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs que, bon, il y a eu un marché qui a été fait, un recrutement qui a été fait, on va en discuter, mais d'autant plus intéressant que c'est une équipe qui est déjà élite. Donc une équipe qui est déjà, à mon avis, un candidat au titre, qui l'était déjà en 2024, qui a perdu de pas grand-chose contre Dallas au final, mais on avait déjà affaire à une équipe de très haut standing, à mon sens, donc le recrutement est d'autant plus intéressant à suivre. Et c'est vrai que, recrutement, il y a eu, mais j'ai l'impression que certains veulent mettre un mais. Certains veulent mettre un mais à ce recrutement, et je peux un peu comprendre, mais je me demande s'il n'y aurait pas un mais à mettre à ce mais. C'est un peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, parce que je pense que ce recrutement a aussi un sens. Il y a un peu une vraie raison cachée ou pas d'ailleurs, derrière ce recrutement, qu'on va aborder tout à l'heure, mais bon, le programme aujourd'hui, pour vous dire, on va aborder ça en deux temps, c'est-à-dire d'abord un aspect un peu stratégique et construction d'équipe, parce que, à mon avis, OKC était à un tournant assez intéressant aujourd'hui, en 2024 et donc pour 2025. Donc on va essayer un peu de faire le point sur ça. Et puis ensuite, on développera un peu sur l'aspect tactique et joueur. Si ça vous intéresse de voir que ça, vous pouvez aller dans le chapitrage et sauter directement à cette partie très tactique et très terrain. Mais donc rappelons rapidement la chronologie. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette intersaison? Donc ça commence très tôt, très tôt, puisque OKC est une des toutes premières équipes à dégainer, même au mois de juin, donc le 20 juin, l'échange Caruso contre Josh Giddey. Et c'est vrai que, Chicago n'avait pas l'air vendeur depuis pas mal de temps, mais on savait aussi que Chicago était en fin de cycle, plus ou moins. On savait pas quand est-ce qu'ils allaient dire, ça y est, on arrête, mais bon, on allait vers là. Et finalement, c'est OKC qui rafle la mise sur sans doute un des tout meilleurs role-players, même si c'est un peu connoté ce mot, mais de manière un peu trop négative, mais en tout cas, un génialissime joueur que tout le monde aurait voulu. C'est OKC qui rafle la mise en faisant un échange contre Josh Giddey, vous le savez. Et puis ensuite, début juillet, la free agency. OKC faisait partie des équipes avec beaucoup de cap space, beaucoup d'espace pour signer des gens et des gros contrats, et donc ils ont signé Isaiah Hartenstein, voilà pour les deux principales recrues de ce marché d'été. Hartenstein qui signe pour 87 millions sur 3 ans, donc une coquette somme, dirons-nous. Et puis ensuite, également juillet, les prolongations de Isaiah Joe et Aaron Wiggins, j'allais dire Andrew, non pas Andrew justement, mais Aaron Wiggins, donc les deux jeunes pousses de chez OKC qui ont prolongé sur des contrats qui d'ailleurs sont des contrats de taille, de bonne taille, vraiment pas très élevés. Donc non seulement on les prolonge, mais en plus c'est plutôt pas mal. Je crois que Isaiah Joe c'est 12 millions sur 3 ans, un peu en dégressif, et pareil pour Wiggins, on est autour des 10 millions, là encore en dégressif. Et puis, donc ça c'est pour le recrutement, on va dire free agency, trade, prolongation, etc. Mais il faut aussi rajouter la draft, qui a été aussi intéressante, puisque OKC s'en sort très bien, même si on n'est pas sur du court terme. On n'a pas affaire à quelqu'un à une équipe qui a rajouté un talent qui va aider de suite, déjà parce qu'il est blessé, mais en plus c'est plutôt un projet long terme, on va dire, parce qu'OKC a eu la chance de mettre la main sur le fameux Nikola Topic, non pas Jokic, et non pas Jovic non plus de Miami, mais Nikola Topic qui était annoncé depuis longtemps comme un probable premier choix de draft pour 2024. Alors, au final, il ne l'a pas été, parce que justement, il a des problèmes de blessure, et il s'est reblessé assez gravement pour toute la saison, juste avant la draft, donc ça n'a pas dû aider. Mais c'est vrai que Topic, c'est un talent pur assez évident. Bon, pas un talent générationnel, évidemment, mais pour une année comme 2024, où apparemment il n'y avait pas d'énormes prospects et c'était un peu plus ouvert que d'habitude, on parlait de lui pendant assez longtemps comme un probable premier choix de draft, pour vous dire quand même un peu le niveau de talent. Mais bref, il est blessé, ce sera du long terme, mais en tout cas, pour récupérer ça au niveau du 12e pick, c'est quand même un truc assez intéressant pour le moyen et long terme, à mon sens. Donc, hyper bonne recrue de ce côté-là aussi. Et puis, au niveau de la draft, toujours en 26e, c'est Dillon Jones qui rejoint aussi OKC. Bon, alors de la fac de Weber State, vous savez, la fac qui joue en violet, la petite fac de Damien Lillard à l'époque, Weber State, et lui, d'après ce que j'ai compris, on est totalement dans l'identité offensive de OKC, c'est-à-dire du drive, beaucoup de driving game, beaucoup de pénétration, balle en main, et aussi beaucoup de passing.
en tout cas pas mal de passing, donc notamment tout ce qui est passing en mouvement. On remplit un peu les deux critères d'OKC et la philosophie offensive d'OKC qui est de faire de drive, beaucoup de drive et beaucoup de passing, des joueurs qui sont capables de réagir, de s'adapter en mouvement. Donc Dylan Jones remplit ces deux catégories, sachant qu'il est un peu plus vieux, je crois de mémoire, donc c'est pour ça qu'il est un peu drafté plus bas. Mais voilà, un mec, un talent pur qui est tombé un peu plus bas que prévu, Topic, et puis Dylan Jones, qui va pouvoir aider un peu court terme, je pense, mais surtout moyen terme. On verra comment ça va se développer. Et presque dans ce listing de qu'est-ce qui s'est passé durant l'intersaison, presque j'aurais envie de rajouter aussi, presque aussi notable, les trades et les moves qui ne se sont pas faits. Je pense que pour certains fans d'OKC ou d'autres, il y aurait presque à rajouter dans cette liste, en fait, les trucs qui ne sont pas arrivés, malheureusement. C'est-à-dire que, on attendait aussi de la part d'OKC de pourquoi pas faire un gros move ou deux, faire des échanges pour aller chercher des joueurs compétents, voire même des stars. On a parlé de Lauri Markkanen, pourquoi pas. On parlait aussi de Mikal Bridges, qui depuis a filé chez les Knicks, parce que les Knicks ont vidé la banque pour avoir Mikal Bridges. À une époque, on parlait aussi de... Enfin, pas à une époque, mais pendant longtemps, on a parlé de OG Anunoby ou Siakam, mais surtout, ils étaient free agents, mais finalement, ils ont re-signé là où ils avaient été échangés. Donc, respectivement, Knicks et Pacers, bien sûr, pour OG Anunoby et Siakam. Enfin bref, presque autant notable, je pense, pour certains. Il y aurait le fait qu'il y a des trades et des moves un peu plus gros peut-être qu'on attendait et qu'on n'a pas eu totalement, et qu'il faut un peu se contenter de Isaiah Hartenstein qui est intéressant, mais qui est juste un backup pivot. Je résume un peu, ou même s'il n'est pas backup, c'est pas parfait par rapport à Chatham Green, on va développer. Et puis Caruso qui est très sympathique aussi, mais ça règle pas certains problèmes, etc., etc. Donc pour certains, il y a un peu ce truc de on attendait plus. Et c'est vrai que, en arrivant sur cette intersaison 2024, quel était un peu le problème, ou plutôt la problématique un peu majeure à mon sens, ou une des, plutôt on peut le dire comme ça, pour moi il y avait la question du spacing. Et on en a parlé dans le bilan 2024, je vais pas refaire le topo, mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette différence entre le fait que OKC était top 3, je crois, top 2 en termes d'efficacité à 3 points, ok, donc très bien, et pourtant il y avait quand même un manque de spacing qu'on avait un peu noté en saison régulière et qui s'est un peu confirmé en playoff d'ailleurs, avec des schémas de Dallas qui n'hésitaient pas à abandonner pas mal de shooters qui avaient fait des bonnes saisons, mais ça a abandonné quand même ces shooters-là. Donc pas de respectabilité, pas de dangerosité pour empêcher ces rotations, et ou pas une capacité à punir quand ces rotations étaient faites. Pas de un problème de spacing, je pense, qui est un peu ressorti. Donc la question, c'est la suivante. Ce problème de spacing, notamment, qui est un peu le principal, ce problème a-t-il été réglé ? En vérité, non, pas trop, pour le coup. Et encore, j'ai mis bof sur ma feuille, mais je pense qu'on pourrait même dire non, carrément. Ce problème n'a pas trop été réglé. On verra un peu le cas de Caruso, on pourra développer, mais c'est vrai que notamment avec Hartenstein, non seulement tu améliores pas le spacing, mais même tu peux l'empirer en un sens. Mais en un sens assez, de manière assez majeure, quoi. Donc c'est pas la problématique du spacing, elle n'a pas été totalement réglée. Et puis l'autre également, qui est la problématique pas la problématique, mais comme on a dit, de faire le gros move, d'ajouter du talent pur, ça n'a pas non plus été fait, quoi. Là, on a un peu cette impression que là, on a rajouté deux excellentissimes role-players, lieutenants, vous les appelez comme vous voulez, mais deux mecs qui vont au charbon, des cols bleus, des joueurs hyper valuable, ok, qui ont beaucoup de valeur, plutôt pour le dire en français, excusez-moi, des joueurs qui ont beaucoup de valeur, mais pour autant, c'est des joueurs qui ne sont pas des stars. Alors que c'est vrai que OKC, c'est une équipe de jeunes, mais déjà une équipe très bonne, on rêve un peu d'ajouter du talent pur, quoi. On rêve un peu d'ajouter une star, d'ajouter un splashy move, un sexy move en plus, et un très fort joueur. C'est pas vraiment ce qu'on a eu non plus, quoi. Donc, au niveau de ces deux problématiques, en tout cas, ces deux espoirs peut-être pour l'intersaison, de spacing, pas vraiment, et l'ajout de talent pur, pas vraiment non plus. Après, c'est vrai qu'en un sens, je pense qu'il faut aussi voir les deux moves comme il y a la vraie raison un peu tactique qu'on développera tout à l'heure. Vous allez voir que c'est hyper intéressant. Mais il y a aussi peut-être une question d'opportunité en termes de marché, en termes de construction d'équipe, dans le sens où, Caruso disponible, il était prisé par un peu tout le monde. Et il y avait aussi le fait qu'on se sépare de Josh Giddey. Et d'ailleurs, on peut argumenter que ça, ne serait-ce que se séparer de Josh Giddey, peut-être que ça améliore le spacing aussi, en un sens. Mais voilà, il y avait aussi cet aspect-là. Et puis Hartenstein, c'est par rapport à la free agency et qui était disponible ou pas en free agency. Mais voilà, l'autre donnée du problème aussi par rapport à OKC, et c'est pas que pour cette intersaison, c'est depuis quelques mois, l'autre donnée du problème majeur, c'est le fait que OKC est blindé en termes d'assets, et notamment de futurs tours de draft, parce qu'en termes de contrat, au début de l'été, c'était un peu plus compliqué. Il y avait, hormis le contrat de Lou Dort, il n'y avait pas grand-chose en termes d'assets pour faire des échanges, des énormes échanges, on va dire. Mais en termes de pics, par contre, c'est vrai que
bah voilà, ok, si, la banque est remplie de tours de draft de à peu près tout le monde, qu'ils ont obtenu dans le fameux processus de tanking et de reconstruction en faisant exactement ce qu'il fallait faire, hein, c'est-à-dire on encaisse des mauvais contrats, mais on le fait pour un prix, et ce prix, c'est je veux bien prendre le contrat de Kemba, je veux bien prendre le contrat qui vient de sauver de la part je viens prendre Allerford à l'époque, parce que les Sixers avaient besoin de dégraisser, donc on prend Allerford, mais on veut un pic en plus, on prend Davis Bertans pour Dallas, mais on veut un pic en plus, etc., etc. Voilà, il y avait ce processus au final, et je parle même pas du trade de Paul George, hein, évidemment, ou d'autres trades comme ça, dans lesquels ils ont récupéré des pics. Je crois aussi qu'ils en ont récupéré un ou deux dans le trade de James Harden aussi, pour faciliter l'échange de James Harden en début d'année dernière, en octobre ou novembre dernier. Mais voilà, en tout cas, OKC est blindé. Et donc, c'est un peu là-dessus, je pense que d'où viennent pas mal de fantasmes, on va dire, ou alors de rêves, d'espoir plutôt, pour mieux parler, d'espoir sur ce côté, il y a un gros move à faire. Parce que, en vérité, on a vu que OKC 2024, c'était déjà très très fort. Parce qu'on a ajouté un mec qui était un peu le pivot parfait pour le jeu moderne, Chet Holmgren, on va y arriver. Donc d'un coup, c'est un ajout qui est phénoménal, plus la progression de Jalen Williams qui est elle aussi extrêmement impressionnante, plus le step-up, encore un, de la part de SGA, qui a encore continué à progresser, plus, enfin bref, il y a un niveau de compétence qui d'un coup est devenu très très haut en 2024. Donc en fait, on a déjà une équipe qui est très forte, mais donc avec cette énorme quantité de pics, en fait, il y aurait la possibilité de rajouter encore quelque chose de plus fort. OKC est déjà balèze en 2024, ok, et en l'état, mais en fait, il y a toujours ce truc de se dire, il y a plein d'assets, et donc on pourrait être encore plus fort que ce qu'on a actuellement. Et donc vraiment être, non pas un candidat au titre, mais voire même le candidat au titre, le gros favori, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros move qu'on pouvait espérer, que les fans pouvaient espérer, qui n'est pas venu cet été, qui n'était pas venu d'ailleurs non plus en 2024, en février 2024, à la trade deadline de cette année, où on s'était dit pareil, soit faire un gros move, soit faire un move, pas forcément gros, mais qui pourrait aider pour le run de playoff à venir en 2024. Bon, au final, ce qu'on a eu, c'était plutôt un move financier. Parce que le trade qui a été fait, c'était Gordon Hayward, qui avait l'intérêt de... c'est un joueur qui est rentré un peu dans les schémas tactiques, hein, le côté, le joueur capable de jouer en mouvement. Notamment, Hayward à l'époque, c'était ça, hein, c'est le jouer en mouvement, le drive, la passe, à peu près tout, le profil très complet qui, dans la théorie, rentre dans ces schémas, mais le problème, c'est qu'il était un peu free. Donc voilà, d'ailleurs, depuis, il a pris sa retraite, hein, Hayward. Bonne retraite à toi, Gordon, joueur magnifique que tu fus avant les blessures. Mais voilà, il y avait un peu ce truc, un peu pour le sportif peut-être, on va voir le pari si ça marche, mais c'était surtout le fait que on arrivait à récupérer un gros contrat, puisque Hayward, c'était un gros contrat, mais un gros contrat finissant. Donc, en fait, on achetait un peu du cap space pour l'été à venir. Pour l'été 2024, c'est ce qui a été fait. C'est un cap space, un espace dans le salary cap, dans le budget, qui a été fait, qui a été dépensé sur Isaiah Hartenstein, vous le savez. Mais voilà, je veux dire, déjà en février dernier, et pas non plus cet été, juillet 2024, on n'a pas eu le gros move. On a eu Caruso, qui était un move très sympathique, mais c'est pas le gros move. Avec, comme dit, hein, on espérait du Lauri Markkanen, possiblement, on espérait du Mikal Bridges. Fut un temps, même un peu plus vieux, on espérait pourquoi pas qu'ils mettent. En tout cas, moi, de mon côté, il y a pile un an ou un an et demi, j'attendais des joueurs comme OG Anunoby, justement, qui allaient être en fin de contrat. Pourquoi pas Pascal Siakam, qui était intéressant. Voilà, ce type de joueur qu'on n'a pas eu, mine de rien. Et c'est vrai qu'on l'a pas eu cet été, mais je pense que ça peut encore venir. Et je pense même que ça va venir. C'est même le but, je pense, de ce projet. Mais vous allez voir qu'il y a des problèmes de timing à régler. Et c'est vrai que ça peut encore venir. Alors, ce ne sera pas Mikal Bridges, parce que lui est parti à New York. Donc, pas Mikal lui-même, mais un joueur de type Mikal Bridges. C'est-à-dire, voilà, le joueur qui est pas une star, qui n'a pas de la création offensive, mais qui est quand même un top 40, top 50 NBA. Ce genre de choses, quoi. Je pense que ça peut encore venir. Donc, pas Mikal, mais dans le genre, on va dire. Bon, Markkanen, ça aurait été un coup intéressant aussi, Markkanen. Alors, pas parfait non plus, mais un coup intéressant. Bon, là, il se trouve que, en l'occurrence, il a re-signé depuis à Utah. Donc, non seulement il est passé de 24 millions, qui aurait été très très intéressant comme contrat, 24 millions pour ce qu'il apporte, à un contrat qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. Donc, déjà, c'est moins intéressant en termes de rentabilité, rapport qualité-prix, pardon. Mais il y a aussi le fait que, avec ce nouveau contrat qu'il a signé, et alors, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, lui, son contrat, il est pas échangeable en 2025. Donc, il pourra être échangé au mieux l'été prochain, 2025. Mais voilà, en tout cas, pour l'option court terme pour OKC, c'est un peu à exclure. Markkanen, on verra peut-être l'été prochain, mais en février notamment, ce sera pas ça. Après, c'est pas non plus obligé que ça vienne en février. Ça peut être l'été prochain, ça peut être Markkanen l'été prochain, ça peut être d'autres. Et ça peut être d'autres d'ailleurs avant. J'ai noté quelques noms, alors certains sont plus fantasmes que d'autres, mais
Notamment, on peut parler de Stephen Curry. Bon, ça c'est très 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 lointain, très improbable, mais à quel point est-ce que ça va bien se passer cette fin de cycle du côté de Golden State? Il a re-signé. Voilà, à surveiller du coin de l'œil. Et je pense qu'OKC surveille un peu du coin de l'œil Stephen Curry, comment ça se passe. Je pense que un Butler aussi, notamment Jimmy Butler, un peu pour l'instant un peu en dispute contractuelle avec Miami. Il va être en fin de contrat, mais bon, moi je miserais sur le fait qu'il va pas partir, mais en même temps, on sait que Pat Riley est assez dur en affaires et que Butler peut être aussi comment dire, un peu têtu, disons-le comme ça. Donc ça à surveiller aussi, mais voilà, ça peut être un coup comme ça. Hein. Les stars, ça apparaît parfois sur le marché, on s'y attend pas et ça apparaît d'un coup. Kevin Durant, souvenez-vous, des Irving ou des mecs comme ça. Ça apparaît et je pense que c'est ce genre d'opportunité où non seulement OKC aurait les atouts pour le faire, mais en plus, peut-être même que c'est ça qu'ils attendent. D'ailleurs, on peut aussi rajouter dans la liste, pourquoi pas, Karl Anthony Towns, pour le coup. Et là, sur ce côté spacing, ce serait intéressant. Alors, contrat volumineux, etc. Mais c'est vrai qu'on en a parlé dans le bilan 2024 des Wolves. Il se pourrait que la décision, qu'il faille trancher, un peu cette année. En termes de soit Karl Anthony Towns, soit Naz Reid. En tout cas, voilà, on est un peu dans des zones irrespirables en termes de salary cap là-bas côté Minnesota. Donc, à surveiller aussi. Mais non, moi, la cible principale que je vois actuellement, comme dit, avec les stars, ça peut apparaître de nulle part et on le voit pas venir et d'un coup une star est disponible. Donc ça, OKC se tient prêt pour ça, mais je pense que peut-être celle qu'il faudrait viser ou qui pourrait être disponible, ça pourrait être Kawhi Leonard. Assez clairement. Parce que je vais pas refaire le podcast que j'ai fait sur les Clippers il y a quelques jours, une semaine même pas, mais à quel point est-ce que Paul George n'était pas un peu le premier domino de soit all-in, soit rien, et finalement donc le premier domino de tant pis, laissons partir Paul George, et on en a marre de ce cycle, on a compris, on fait peau neuve, quoi. James Harden, il a un contrat d'à peine 1 an, parce qu'ensuite c'est une player option, donc il pourrait partir. Est-ce qu'on n'est pas un trade, on n'a pas un trade de Kawhi qui va venir cette année, soit en février, soit l'été prochain? C'est probable. Voilà, je pense que le move, il va venir. Il va venir de la part de OKC, et ça pourrait être Kawhi, ça pourrait être Butler, ça pourrait être un autre, un mec qu'on connaît pas encore. Ou alors, sans aller sur la catégorie star, ça pourrait être plutôt un top role player à la Michael Bridges, vous avez compris. Mais c'est vrai que pour moi, ce move va venir. Ce move doit venir aussi, à mon sens, parce que tu as les assets et que des chances de titre, t'en as pas tant que ça, donc autant les maximiser. Et il y a un autre aspect aussi que je voulais développer, c'est pourquoi est-ce que ce fameux gros move à venir qu'on attend nous impatiemment depuis quelques temps, parce qu'on aime bien les gros moves quand ça bouge un peu, mais pourquoi est-ce que ce gros move, il commence un peu à y avoir une demi-urgence? J'ai pas envie de dire une urgence dans le cas d'OKC, parce qu'on n'y est pas encore là, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un peu une demi-urgence à faire ce gros move? À mon sens, en fait, pour comprendre ça, il faut retourner aux règles de base, aux règles de construction d'équipe et surtout les règles dans ce modèle-là actuel, le modèle qui est régi par un salary cap. Bon, alors, très simplement, partons de la base, rappelons les basiques, mais si tu as de l'argent, si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup d'espace dans ton budget salarial, tu peux signer des mecs avec des gros contrats. Voilà, ça c'est la base, évidemment. Mais sauf que la nuance, c'est que, a priori, si tu es déjà très bon, si tu es déjà une très bonne équipe, ça veut dire que pour être très bon, tu as beaucoup de bons joueurs. Or, ces bons joueurs, sur les prix du marché, quand c'est indexé sur les prix du marché, ils ont des gros contrats. Donc, a priori, si tu es déjà très bon, en fait, tu n'as pas le cap, tu n'as pas l'espace pour signer des gros contrats. Voilà, ça c'est basique, mais rappelons-le, c'est comme ça que ça marche aussi. Tu ne peux pas te dire, tiens, je vais signer Butler et Free Agent, je vais le signer 40 millions l'année. Non, si tu n'as pas l'espace, si tu n'as pas de place, tu peux pas. C'est le salary cap, c'est comme ça que ça marche, évidemment. Bon, tu peux toujours un peu dépasser le salary cap, mais pas sur des grosses signatures, évidemment. En tout cas, pas sur des grosses signatures extérieures. Et tu peux aussi un peu le dépasser via des trades, notamment. Alors, pas tout le monde, pas toutes les équipes, selon leur situation financière déjà. Je ne vais pas détailler ici, les détails, c'est un peu pénible et lourd, mais je ne vais pas le détailler. Mais tu peux éventuellement, selon ta situation, un peu dépasser le cap, ou en tout cas encaisser plus d'argent que tu n'en envoies en termes de salaire, donc dans un échange. Mais j'insiste sur le dépasser un peu. Le un peu, parce que déjà, il y a des règles en place, que, comme dit, je ne vais pas les détailler, mais il y a des règles en place où tu ne peux pas faire n'importe quoi, déjà, en termes d'échange. Donc, tu ne peux pas dire, j'échange Kenrich Williams contre Kawhi Leonard. Ça ne marche pas comme ça, évidemment. Et qu'il y a aussi un certain équilibre des salaires à respecter dans les échanges, pour que ça puisse se faire. Là encore, ce n'est pas de l'exactitude de $1 pour $1,
Mais voilà, donc il y a éventuellement, potentiellement, plutôt sur un calibre de joueurs un peu plus petit que des stars, aller chercher un Dorian Finney-Smith ou des mecs comme ça pour un montant qui est un peu moins grand que celui que tu vas recevoir, potentiellement. Mais surtout, et c'est aussi de là que vient la semi-urgence de faire ce gros move maintenant ou bientôt, la règle aussi fondamentale dans ce modèle de salary cap, comme il est actuellement, c'est que tu peux prolonger tes propres joueurs en dépassant le cap. Je répète, c'est la notion fondamentale. Tu peux dépasser le salary cap, et même tu peux le dépasser selon les cas de autant que tu veux, pas forcément autant pour les vétérans, mais pour tes jeunes joueurs draftés. Tu peux dépasser le cap d'autant que tu veux en prolongeant tes propres joueurs. Donc, bon, selon l'ancienneté des vétérans, combien de temps ils sont dans ta franchise et tout, les fameux bird rights, etc., on va pas redétailler parce que c'est du micro-détail, hein, mais tu peux le faire pour tes vétérans, mais surtout, on parle de ça aujourd'hui, tu peux largement dépasser le salary cap en prolongeant tes jeunes joueurs draftés. Et donc, vous avez compris, là on parle notamment de Jalen Williams et Chet Holmgren. En fait, tes contrats, des joueurs que tu as draftés qui sont actuellement en contrat rookie, tu peux les prolonger pour le montant que tu veux, tu peux dépasser autant que tu veux le budget salarial en les prolongeant. C'est ce luxe, c'est les droits que te permettent ce contrat-là. Et donc, c'est évidemment un énorme avantage. Parce que, bien sûr que ça a une conséquence directe en termes de construction d'équipe. Comment est-ce que vont procéder pas mal d'équipes ? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que doit faire OKC ? En gros, c'est de blinder ton équipe. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu alignes le chèque et tu dépasses le cap à la fin. Quand déjà tu as ton équipe blindée, tu dépasses le cap en prolongeant tes jeunes joueurs. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en l'état, désormais, maintenant qu'ils ont signé Hartenstein sur un gros contrat, bon, voilà, OKC n'aura plus de cap space sur du court terme. C'était cet été, mais c'est un peu fini. C'est-à-dire que à court terme, le move a été fait. En 2025, OKC a une masse salariale de quasiment 160 millions, d'après Basketball Reference, 160 millions pour 2025, et 2026 également 156 millions de dollars. Sachant que d'après SpotTrack, j'ai trouvé ça là-bas, le cap space, alors on peut le dépasser, mais la limite, elle est fixée à 140. Donc oui, on peut le dépasser. D'ailleurs, pareil, quand je disais on peut dépasser le cap autant qu'on veut sur des joueurs, sur ses propres joueurs qu'on prolonge, on peut le dépasser autant qu'on veut, quitte à payer des taxes. Oui, ça, il y aura des taxes. Si la limite, là, cette année, elle va être à 140, autour des 140, et que tu as une masse salariale à 180, techniquement, oui, tu as le droit. En prolongeant tes joueurs, tu as le droit de faire ça. C'est juste que tu vas payer cher en termes de taxes. Voilà, c'est le petit aparté. Et vous savez aussi que les taxes sont de plus en plus chères, notamment, mais aussi punitives également. Donc, c'est un peu dissuasif parce que, oui, techniquement, tu aurais le droit, mais si tu es dans le fameux second apron, la deuxième limite à pas dépasser trop longtemps, tu as des limitations en termes de recrutement, en termes de signature, en termes de trade, en termes de choix de draft même, au bout d'un moment. Bref, donc il y a ça. Mais ce que je veux dire, c'est que à court terme, en tout cas, maintenant, OKC n'a plus de cap space. Ils sont déjà sur les 2 prochaines années au-dessus du cap qui est fixé. Pas du premier, pas du second apron, mais du cap normal, quoi. Donc ils seront un peu déjà au-dessus. Donc ils pourront pas signer un gros coup. Ils pourront pas signer un gros contrat. Et donc en fait, pourquoi est-ce que je dis qu'il y aurait une semi-urgence ? C'est que la fenêtre pour prolonger, pour dépasser le cap avec la prolongation de tes jeunes joueurs, c'est pas de suite, mais c'est bientôt. Donc là, on pense évidemment à Jalen Williams et Chet Holmgren. Pourquoi ? Parce que ces 2 joueurs-là ont été draftés en 2022. 2022, tu es drafté au premier tour comme eux. Qu'est-ce qui se passe ? Drafté au premier tour, contrat de 4 ans. Ça, c'est standard, ça, c'est réglementé par la NBA. Contrat de 4 ans, et ensuite, tu peux signer ton prochain contrat. Premier salaire, contrat rookie, en général, c'est très faible. Et puis ensuite, tu peux signer un contrat plus juteux, on va dire. Là encore, ça a été mis en place pour protéger un peu à une époque où les équipes signaient des rookies à des prix normaux, grosso modo, et donc un peu elles se mettaient dans l'embarras tout seul parce que c'est risqué un rookie. Donc bref, on a essayé de structurer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas avoir les prolongations de Jalen Williams et de Chet Holmgren qui vont tomber, pour moi, elles doivent tomber en tant que dernier domino de la construction d'équipe. Tu vas le faire, et tu pourras le faire, et quand tu le feras, tu vas totalement exploser ta masse salariale. Tu auras le droit, parce que tu auras le droit de le faire parce que c'est tes joueurs, donc tu as intérêt à tout blinder avant et ensuite de dépasser grâce à eux, alors que si tu fais l'inverse, tu peux pas. Si d'abord tu prolonges Jalen Williams et Chet Holmgren, tu seras déjà au-delà du cap et donc tu pourras pas signer des mecs, tu pourras pas faire des échanges pour des mecs, etc. etc.
Donc, il y a ça, en termes de timing, qui est important. Et donc, draft 2022, on a dit contrat de 4 ans, donc 2022 plus 4, 2026, été 2026. Au passage, été 2026, mais ils pourront déjà signer une prolongation anticipée un an avant. Donc l'été 2025, déjà, on pourrait voir des contrats max tomber pour Jalen Williams et Chet Holmgren, mais ces contrats ne prendraient effet que pour la saison 2027. Drafté 2022, donc 23, 24, 25, 26, 4 ans de contrat rookie, et ça prendrait effet en 2027. Donc en fait, OKC, pour moi, a 2 ans pour blinder à fond l'effectif, donc notamment par des trades, je pense, pour aller chercher des joueurs comme ça, par trade ou alors des petites signatures. Mais OKC a 2 ans pour faire ça, avant de ensuite tout faire péter et de dépasser allègrement le cap pour l'été 2026, donc pour la saison 2027, avec les prolongations de Jalen Williams et Chet Holmgren. Donc c'est aussi là-dessus où je parle de semi-urgence, parce que en fait, il y a une question de timing qui est hyper important et qu'il faut respecter. Parce que c'est maintenant qu'il faut blinder l'équipe. Parce qu'après, quand tu vas le faire et que tu vas être possiblement au-dessus du premier, voire du second apron, tu auras beaucoup de restrictions. Tu ne pourras pas signer des gens en buyout, tu ne pourras pas faire des trades, tu ne pourras pas faire des trades en mettant 1 ou 2 joueurs dans le trade. Enfin voilà, les fameuses règles assez punitives. On ne va pas les redétailler, mais voilà, c'est un peu important de tout blinder maintenant et ensuite de faire péter la banque à la fin. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire la superstar, SGA, aller chercher une autre star ou 2, sachant que Jalen Williams et Chet Holmgren peuvent être considérés comme des stars également. Et à la fin, le dernier move de la reconstruction, c'est Williams et Chet Holmgren, qui d'ailleurs ont le bon goût d'être à la fois des contrats rookies, donc très peu payés, draftés la même année, donc le timing est plutôt agréable de ce point de vue-là aussi. Maintenant qu'on a d'ailleurs, on a viré Josh Giddey, qui aurait été où il aurait fallu le prolonger avant, donc on a un peu punté là-dessus aussi. Je pense que c'est aussi pour ça que le move a été fait sur Josh Giddey, parce que ça nous permet d'avoir une fenêtre de 2 ans désormais plutôt que seulement 1 an où on va devoir prolonger un mec. Donc voilà. Et puis ils ont aussi le bon goût d'être des très bons joueurs déjà, quoi. Donc contrat rookie est déjà très bon. En fait, c'est le timing parfait. Et ça, c'est également ce qu'il faut retenir aussi. J'ai énuméré les règles de construction d'équipe dans ce modèle de salary cap. Il faut aussi se rendre compte de, justement, les contrats rookies sont les contrats avec la plus grande rentabilité de NBA. Assez clairement. Et d'ailleurs, notamment, surtout, pour des joueurs qui sont des stars de suite, ou qui sont très très bons de suite, comme Jalen Williams et comme Chet Holmgren. La rentabilité de ces contrats, elle est phénoménale, parce que en fait, c'est clairement des mecs qui sont sous-payés. Et ils le sont historiquement, je vous l'ai dit, mais c'est pour une raison. C'est la NBA a décidé un peu de cadrer et de réguler un peu les contrats rookies pour éviter que des équipes donnent des trop gros contrats de suite à des rookies, sachant que les rookies, ça peut être très, très risqué. Il y a qu'à voir le taux de réussite versus le taux d'échec des joueurs à la draft. On a un taux qui est assez bas. Donc, si de suite une équipe met 15 ou 20 millions de contrats annuels à un mec de première année et que ça devient un bust ou que ça devient juste, voilà, il accomplit pas son potentiel, on en a eu plein des comme ça. Voilà, c'est un peu dangereux. Donc, la NBA a cadré ça. Et le compromis, c'est que ça permet de protéger les équipes en cas de bust ou d'échec total, ok. Mais le compromis, c'est que de l'autre côté, ça permet de sous-payer totalement les très bons joueurs. Parce que là, Chet Holmgren, alors il a été drafté assez haut, donc il doit être autour des 10 millions l'année, je crois. Donc c'est pas mal, mais déjà c'est beaucoup plus bas que ce qu'il pourrait mobiliser de par sa valeur sportive. Et Jalen Williams, c'est encore pire. Je crois qu'il est autour des 5-6 millions de mémoire, parce que drafté encore un peu plus bas, en dehors du top 10. Mais voilà, faut aussi se rendre compte de ça. Il y a cet aspect de timing et de prolongation de contrat et de blinde d'abord, et ensuite tu as cette possibilité de dépasser autant que tu veux le cap. Donc utilise le timing de ces prolongations de contrat à bon escient, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi cet attrait que ce sont les contrats les plus rentables de toute la NBA. Et pour moi, il faut vraiment se rendre compte de ça. De à quel point est-ce que c'est intéressant et à quel point c'est du vol, comparé au prix du marché. Avoir un Jalen Williams qui fait ce qu'il fait et qui va continuer d'ailleurs à progresser, mais qui fait ce qu'il fait pour 4 millions l'année ou 5 millions l'année, c'est extraordinaire. C'est aussi là, je trouve, toute la force du projet d'OKC actuellement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un peu une urgence, parce que ça va pas durer. Les contrats de rookie, on l'a dit, c'est 4 ans. Donc là, on est déjà à 2 ans dans ces contrats, donc il reste plus que 2 ans. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est maintenant qu'il faut tout blinder, parce que
c'est maintenant que tu as cette chance inouïe d'avoir déjà des stars payées au lance-pierre, quoi. Donc, en plus de tout, en plus déjà de cette rentabilité-là, ça t'ouvre une porte pour accumuler une troisième, une quatrième star en plus, et tu te retrouves à la fin avec SGA, une autre star que tu serais allé chercher, plus Jalen Williams, plus Chet Holmgren, avec un quatuor incroyable. Mais que tu es capable d'avoir grâce aux règles de salary cap, grâce aux règles du CBA, de pouvoir dépasser, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Mais j'insiste, hein, ces contrats rookies, c'est une rentabilité absolument extraordinaire. Pour inciter un peu là-dessus, d'ailleurs, c'est pas que unique à la NBA. Si on prend un autre modèle, qui est celui du modèle de la NFL, c'est assez facile de remarquer que cet aspect de contrat rookie absolument fantastique, on le retrouve aussi en NFL. Et notamment le fait que beaucoup d'équipes gagnent le Super Bowl avec finalement un quarterback qui est très jeune. Et par très jeune, j'entends drafté très récemment et encore dans son contrat rookie. Parce qu'en fait, en plus en NFL, c'est encore pire. Le poste de quarterback, il est à ce point important. Donc, non seulement tu as une importance décuplée du rôle et de la valeur de ce rôle-là, mais en plus, donc, si tu arrives à avoir ça sur un contrat disproportionné, c'est-à-dire payer beaucoup moins cher que ce qu'il ne peut te rapporter, en fait, c'est dans ces moments-là, en NFL, que tu as ta meilleure fenêtre de titre. Et les exemples, on peut les énumérer, vous allez voir qu'il y en a plein. Les Chiefs en 2019 avec Patrick Mahomes, par exemple. Mahomes était encore dans son contrat rookie. 2017 également, juste avant, nous avons les Eagles de Philly qui gagnent le Super Bowl en étant avec... Alors, Wentz est blessé, Carson Wentz est blessé, le quarterback titulaire, mais il gagne avec Wentz qui est dans son contrat rookie et Nick Foles qui est censé être le backup mais donc qui n'est pas payé grand-chose. Donc les deux quarterbacks pas beaucoup payés et qui ont un rendement bien supérieur à leur salaire. On peut remonter aussi 2013 et 14. Allez, 14, moi je vous le donne, fan des Seahawks. Moi je vous le donne. Ils ont perdu le Super Bowl sur une action au buzzer, mais bref, Russell Wilson. Wilson qui était encore dans son contrat rookie à l'époque. Russell Wilson, qui était un des meilleurs quarterbacks de NFL hein, déjà, mais qui était dans son contrat rookie et donc payé une misère. 2012, Joe Flacco, dernière année de son contrat rookie. Quand Baltimore gagne le Super Bowl en 2012, Joe Flacco encore dans son contrat rookie. 2010, pareil, Aaron Rodgers, payé, alors techniquement pas contrat rookie, mais en fait il a pas joué pendant longtemps parce qu'il y avait un mec devant lui, Brett Favre. Donc bref, il était payé pas cher du tout par rapport au prix du marché. C'est une de ses premières vraies années, donc voilà. Il avait déjà prolongé, mais pas cher du tout. Rodgers est loin des contrats de superstar qu'il aura après parce que justement, il se sera imposé comme un des meilleurs quarterbacks de NFL et il aura gagné un Super Bowl. Pareil 2005, Ben Roethlisberger avec Pittsburgh. Bah pareil, hein, contrat rookie, à peine drafté le mec et ça gagne le Super Bowl. Tom Brady aussi en 2003 et 2004. Bon, techniquement, 2001 aussi, hein, il gagne le Super Bowl en 2001, mais il y a aussi Drew Bledsoe, le quarterback de base qui est dans l'effectif. Mais voilà, qu'est-ce que fait New England ? Bah, ils ont un mec qui est bon avec Tom Brady, mais ils ont surtout un mec qui est payé au lance-pierre, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On échange le gros contrat de Drew Bledsoe, qui s'est fait piquer sa place, et Tom Brady et les Patriots, ça gagne le Super Bowl de 2003 et 2004 avec des contrats minuscules, quoi. Et en fait, il y a un peu cette règle en NFL. Alors, pas tout le temps. Il y a aussi d'autres fois où, bah, vous avez vu, hein, j'ai pas cité toutes les années, il y a pas mal de fois où, bah oui, t'as une superstar qui gagne avec son gros contrat et une équipe blindée autour. Mais quelle est un peu l'idée, en fait, derrière ça, en NFL, c'est que ta meilleure chance de titre, c'est au tout début. Il faut drafter un quarterback qui est bon un peu directement, mais en général, les mecs sont bons directement ou bons jamais, dans la majorité des cas. Mais je veux dire, c'est la meilleure période pour gagner le titre parce que ton poste le plus important, il est pas beaucoup payé. Et donc, ça permet d'allouer tout le reste et une majorité de l'argent un peu partout ailleurs. Et donc, c'est dans ces premières années aussi où on a en fait beaucoup de quarterbacks, Russell Wilson, Roethlisberger ou des mecs comme ça, qui gagnent très tôt et un peu moins ensuite. Parce qu'en fait, pourquoi ? Bah, c'est pas pareil de construire ton équipe avec un quarterback qui est payé 5 millions l'année parce qu'il vient de débarquer, ou alors de construire l'équipe avec un mec qui est payé 20, 25, 30, 35, 40 millions l'année. Bah voilà, ça laisse quand même beaucoup moins d'argent à allouer à d'autres secteurs. Mais voilà, c'est un peu l'idée, et je trouve que cette illustration de la valeur d'un contrat rookie, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est parce qu'elle est jamais aussi flagrante qu'avec le cas de la NFL, et ce cas des jeunes quarterbacks qui sont largement sous-payés, et je pense qu'on peut largement faire l'analogie avec la NBA, où c'est un peu le cas. Quand on a un peu un jackpot comme ça, quand on a un mec qui est très bon, qui est encore sous contrat rookie, bah c'est génial, quoi. Et donc, notamment, c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'équipes qui essaient un peu de jouer avec ça, de jouer avec le timing,
Là, je parle de NBA, quittons la NFL. Mais ce modèle que je décris, beaucoup d'équipes essayent de le faire. Cet aspect de d'abord on se blinde et notre très bon joueur qui est sous contrat en rookie, on attend le plus possible pour le prolonger parce que le prolonger, ça va nous faire dépasser. Donc on utilise cette carte maîtresse de avec sa prolongation, on peut dépasser. Donc blindons le reste avant et puis ensuite on dépasse grâce à lui. Et d'ailleurs, on l'a vu très récemment, sans même aller prendre plein d'exemples qu'on pourrait citer, mais très récemment, c'est exactement ce qu'a fait Philadelphie. Les Sixers, ils ont fait ça avec Maxey, qui aurait pu l'été dernier déjà prendre une prolongation anticipée, mais qui ne l'a pas fait. Donc, il y a aussi une certaine confiance à avoir, pour le coup, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Sixers? Ils ont d'abord fait leur move, et notamment Paul George, cet été, avant de enfin prolonger Maxey et donc de dépasser le cap en le prolongeant. Mais parce que là, t'as le droit. Alors que t'aurais pas pu d'abord prolonger Maxey et ensuite aller chercher Paul George, ben non, là t'aurais plus eu la place. Bref, donc il y a un peu cette stratégie globale que tout le monde fait, en tout cas que les bonnes équipes font, de d'abord tu te blindes et ensuite tu prolonges tes jeunes. Donc c'est aussi pour ça, à mon sens, que OKC, je veux pas parler d'urgence, mais tic-tac quoi. Comme dirait le Chiringuito, tic-tac, tic-tac, c'est maintenant quoi. Le gros move à faire, c'est maintenant parce que t'as plus que 2 ans quoi. La fenêtre, elle est maintenant pour se blinder. Et ensuite, tu dépasseras le cap allègrement avec Jalen Williams et avec Chet Holmgren. Tu pourras le faire dans 2 ans parce que tu auras le droit et que ce sera la dernière pièce du puzzle et tu auras enfin une équipe méga blindée qui pourra jouer le titre à fond en étant hyper fort. Et après, on pourrait argumenter aussi que, mine de rien, il pourrait y avoir un peu de flexibilité à moyen terme parce que j'ai cité 2025 et 26 en termes de payroll, en termes de masse salariale, pardon, ils sont à 160 et 156, donc déjà au-dessus du cap. Finalement, en 2027, ils ne seraient que à 130 millions pour l'instant, et avec en plus pas mal de team option. C'est-à-dire que Hartenstein serait en team option, donc OKC pourrait de même en fait refuser ce contrat et donc avoir en plus d'espace. Lou Dort aussi, team option à 17 millions. Mais bref, donc, théoriquement, on pourrait avoir un peu plus de flexibilité si rien ne marche pour 2027, qui serait donc l'année 1 des nouveaux contrats de Jalen Williams et Chet Holmgren. Ok, mais bon, j'ai du mal à croire que ça va s'effondrer à ce point, qu'on va refuser toutes ces team options. En plus, on rajoute le fait que SGA, il va aussi réclamer un nouveau gros contrat et qui va être plutôt de très grande taille, puisque là, il va faire la totale, il va faire All-NBA, etc. Donc je pense qu'il aura tous les critères pour le Supermax. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte, et il y a ce truc de il vaut mieux blinder maintenant parce que si ton effectif est vide et que tu dois prolonger les jeunes plus tu prolonges SGA à un gros contrat et que derrière t'as pas blindé, ok, tu vas prolonger ton beau monde, mais tu n'auras plus personne à côté quoi. Donc c'est aussi là-dessus où je pense que le trade, il faut arriver à le faire. Il faut arriver à le faire maintenant, en tout cas bientôt. Et comment d'ailleurs est-ce qu'on peut le faire, cet échange? Le moyen est assez simple. Pour le coup, on a plein de pics. Donc là-dessus, sur le côté attrait et convaincre quelqu'un, il n'y a pas de souci. Je pense que le jour où ils veulent aller chercher un Kawhi, ou le jour où ils veulent aller chercher un Butler, ou alors Markkanen l'été prochain, ou des mecs comme ça, je pense qu'il y aura une montagne de pics qui pourra convaincre l'équipe en face. Mais ensuite, sur la faisabilité du trade, pour que ça marche, on a parlé aussi d'un certain équilibre des salaires à garder. Le schéma est assez simple, finalement. Le schéma est très simple. Ce serait Lou Dort qui pour l'instant était le seul gros contrat d'OKC, donc la seule monnaie d'échange. Le problème, c'est que tu pouvais pas échanger Lou Dort contre n'importe qui, parce que c'était aussi une pièce essentielle de ton équipe et de ta défense notamment. On a vu à quel point il était important, même capital, dans la série contre Dallas, qui certes a été perdue, mais bon, on était quand même pas si loin que ça, et puis sans lui, tu l'aurais perdu beaucoup plus rapidement. Et il se trouve que Caruso est arrivé. Alors Caruso lui-même en fin de contrat en 2025, mais pourquoi je dis ça, c'est que peut-être qu'il y aurait une certaine redondance, je ne sais pas, mais peut-être que l'arrivée de Caruso, top défenseur lui aussi, ferait que la présence de Lou Dort serait moins indispensable en un sens, et surtout, donc, ce serait le schéma pour monter un trade, ce serait ça. Donc, Lou Dort qui a un contrat, non pas dégressif, lui, contrairement à d'autres qu'on va citer, mais qui va augmenter, pardon. Lou Dort, c'est 16 millions, puis 17 en 2026, et puis donc une team option en troisième année de contrat, team option à 17 millions également en 2027. Mais voilà, ça pourrait être ça, la structure de base du contrat. Le problème qu'on avait ici, jusqu'ici, c'est que c'est un contrat de taille moyenne, ok, mais c'était pas un contrat assez gros pour monter un trade.
Donc il aurait fallu, par exemple, hein, il y a 6 mois, il fallait l'ajouter avec celui de Bertans pour faire une grosse somme, pour échanger donc contre lui-même une grosse somme. Donc l'idée, ce serait ça, Lou Dort, potentiellement, qu'on pourrait laisser filer, qu'on pourrait mettre dans le package. Et on a aussi bah, pas mal de contrats de taille moyenne, on va dire, que désormais OKC possède. Donc Kenrich Williams était déjà là. On est sur du 7 millions pour encore 3 ans. Alors 7 millions l'année pendant 3 ans, hein. Pas 7 millions sur 3 ans, mais 7 millions, 7 millions, 7 millions encore une team option, je crois, à la fin. Mais surtout, donc, on a aussi maintenant les signatures de Isaiah Joe pour 12 millions, ensuite 11 et ensuite 10, je crois, un truc comme ça. Et puis ensuite, Aaron Wiggins, également, qui fait 10 millions, 9 millions, 8 millions. Éventuellement, des petits salaires, mais attrayants de Nikola Topic, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi du Dylan Jones, on verra ce que ça donne. Casey Nolas, techniquement aussi, pour être assez attrayant, même si je pense qu'il vaudrait mieux le garder, parce que, là encore, contrat rookie très sous-payé par rapport à sa valeur sportive. Jalen Williams aussi est par là, ça fait aussi un petit contrat à mettre dans la balance. Enfin bref, ce serait un peu ça, le schéma et le modèle pour un gros coup. Et surtout que, d'ailleurs, j'ai même pas détaillé, mais c'est vrai que les tours de draft, donc, notamment OKC a 5 tours de draft en 2025. Alors, certains sont protégés, d'autres vont pas forcément tomber cette année, etc. mais dans l'idée, ça pourrait monter jusqu'à 5 cette année. 2 en 2026, des premiers tours. Hein. Je parle que des premiers tours là. On parle même pas de tout ce qui est deuxième tour en plus, mais 5 en 2025, 2 en 2026, 3 en 2027, 2 en 2028 et 2 en 2029. Et surtout que, là encore, j'ai envie de le préciser et de le rappeler même plutôt, parce qu'on l'évoque assez régulièrement, mais la valeur de ces futurs picks pour un candidat au titre, c'est surtout une valeur d'échange. Parce que en début de cycle de construction d'équipe, ok, tu draftes plein de joueurs, vu le taux d'échec justement assez élevé sur des jeunes joueurs, bah ouais, plus tu draftes, mieux c'est, tu mets plein de jeunes en compétition, tu multiplies tes chances d'avoir un bon joueur au final, ou plusieurs, parce que si tu draftes plein de mecs, ça aide. Mais par contre, pour un candidat au titre, non seulement t'as pas besoin de autant de joueurs, mais en plus tu n'aurais même pas la place de les développer. Donc même si tu draftes un bon mec, ça a beau être un bon mec, un bon prospect, si tu as déjà des mecs plus compétents devant, t'as pas la place. Donc voilà, je pense que l'idée n'a jamais été d'attendre au fur et à mesure des années et de drafter 40 mecs sur les 3 prochaines drafts, comme on voit un peu parfois. On voit un peu parfois cette blague tourner. Non, c'est pas ça l'objectif. La vraie valeur pour un candidat au titre comme OKC, la vraie valeur, pour ces picks, c'est de les échanger et d'utiliser leur valeur d'échange, leur valeur de trade. Et donc ça pourrait être 5 picks pour avoir Kawhi, plus 1 ou 2 pour avoir Finney Smith, ou je dis n'importe quoi, mais un pick pour avoir un role player, voilà, ce genre de move. Et je pense qu'il faut vraiment faire ça. Autant, jusqu'à très récemment, on pouvait se dire non, mais c'est encore une équipe jeune, ça vaut le coup de drafter, etc. etc. D'ailleurs, un cas comme Topic, ça me dérange pas du tout, parce que c'est vraiment un talent de play qui ne coûte rien, mais qui peut rapporter gros en plus à la fin, donc pourquoi pas. Mais je pense que t'as pas intérêt à multiplier encore et encore et encore, d'ajouter que des jeunes joueurs. T'as pas le temps d'attendre, et non seulement t'as pas le temps d'attendre, mais t'as même pas la place de les tester tous, quand t'as déjà une bonne équipe. Donc, c'est un peu là-dessus où je pense qu'on pourrait imaginer une sorte d'échange où, avant on avait Lou Dort, maintenant on a Caruso, donc peut-être on peut un peu plus se passer de Lou Dort, donc on va l'échanger, on va utiliser son gros contrat pour mettre en place un transfert, plus certains contrats de taille moyenne, éventuellement Wiggins, Isaiah Joe. Et je pense que c'est pas pour rien s'ils ont été signés en tant que contrat dégressif. Ça fait toujours du bien, c'est toujours plus attirant pour des trades, des contrats dégressifs pour l'équipe qui va les recevoir, plus tous ces pics. Voilà, je pense que on est au tournant de l'équipe. On n'est pas loin du all-in. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je pense que c'est maintenant que ça va arriver. Mais donc, après avoir parlé de construction d'équipe et de cet aspect stratégique, mine de rien, passons un peu plutôt côté terrain pour juger ce recrutement. Il y a une vraie raison derrière ce move de Casey, une raison qui est totalement identitaire en un sens sur l'identité tactique de cette équipe. Et à mon sens, à la fois Caruso, mais aussi Hartenstein rentrent les deux totalement dans ce qu'essaye de faire OKC, et ça va être un boost assez incroyable déjà à leur identité tactique. Donc, allons-y. D'ailleurs, commençons par Alex Caruso, le premier arrivé. Bon, le profil est assez basique avec Caruso, je pense que beaucoup de monde le connaît. On parle d'un mec qui est un défenseur d'élite,
évidemment, ça vous le savez, All Defense, je crois, cette année en plus, qui en plus, l'attrait de son profil, c'est que c'est un défenseur, mais aussi un défenseur qui fluidifie le jeu en attaque. Donc ça fait du bien. C'est pas juste le défenseur, c'est pas le Tony Allen, quoi. Grosso modo, je caricature, mais c'est pas juste un défenseur qui est là pour cette partie-là du terrain et qui handicape un peu l'attaque ou alors qui ne fait rien et qui est un peu un élément neutre. Je pense que Caruso, la valeur, c'est que c'est aussi un connecteur de haut niveau. C'est-à-dire un mec qui va pas forcément créer le décalage, mais qui va arriver à l'amplifier. Donc faire la transition entre le créateur et le finisseur avec de l'extra passe, avec le fait d'attaquer un close-out, le fait de faire des passes en mouvement, etc. etc. Voilà, cette fluidification du jeu, il est excellent là-dessus. Donc ça, c'est bien. Et puis, la nouveauté, c'est le shoot avec lui. Il sort d'une saison à 41% à 3 points sur quasiment 5 tentatives par match. Et c'est ça la nouveauté parce que, pour le coup, déjà en termes d'efficacité, on sort de 2 années à Chicago où il shootait à 33 et 36% en 2022 et 2023. Donc voilà, un shooter soit au niveau de la moyenne, soit un peu en dessous, et qui avait clairement pas cette respectabilité parce que pas efficace déjà. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est pas que l'efficacité, puisque cette efficacité, il a déjà eu en carrière. Il a déjà fait un bon score d'efficacité à 3 points, notamment en 2021 chez les Lakers. Par contre, la nuance, c'est que c'était sur un petit volume. C'était à peine 2 par match. Alors que là, comme dit, on est sur quasiment 5 par match. Et surtout, donc, c'est un volume qui est plus que 2 fois plus grand que son dernier volume où on avait connu une telle efficacité. Donc, c'est aussi là-dessus où je pense qu'on peut parler de nouveauté, voire de progrès, de progression. C'est que c'est pas juste une bonne saison sur un petit échantillon et donc un facteur aléatoire. Je pense que c'est possiblement un peu de la surchauffe, peut-être. Mais je pense que le fait de le faire sur un aussi gros volume, c'est tout de même un peu rassurant. C'est pas juste, il a retapé une bonne saison d'efficacité, mais sur un volume qui est toujours aussi petit. Donc voilà, c'est juste les fluctuations de l'efficacité d'une année à l'autre. Non. Là, le faire sur un gros volume, pour moi, ça peut être significatif d'une progression. Donc ça, ce sera à surveiller. Et je ne pense pas que ce soit un shooter à 41% à 3 points en carrière pour le reste de sa carrière. Mais je pense que clairement, on pourrait avoir affaire à un mec qui, en tout cas, on serait totalement satisfait de déjà un gros volume, 5 par match, et 37-38% à 3 points. Largement. Mais en même temps, c'est vrai que c'est peut-être pas dit d'entrée de jeu. Puisque, on en a parlé, hein, il n'a pas un historique de shooter qui est si grand que ça. D'ailleurs, niveau indicateur lancer franc, il sort de 3 années à 78% au lancer franc à Chicago. Donc, c'est pas cata du tout. Hein. Mais c'est vrai que les vrais shooters d'élite, on va dire, ceux qui font année après année du 41, 42, 43% à 3 points chaque année, par facteur de corrélation, on trouve aussi du 85-90% au lancer franc. Là, c'est pas forcément le cas. Là, on a dit, on est dans les 70, 78 plutôt, en 3 ans à Chicago. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être une légère surperformance, mais je m'attends quand même à ce qu'on ait un mec à 38% à 3 points, quoi, grosso modo. Mais ça reste, mine de rien, un peu un point d'interrogation. Et comme on a dit, c'était peut-être aussi un peu la faiblesse d'OKC l'an dernier. Une des faiblesses, c'était ça. Tout le monde n'a pas cette respectabilité de shooter qui fait que les aides sont plus réticentes à venir, ou alors quand elles se font, on peut les punir. Je peux comprendre aussi que certains puissent mettre un point d'interrogation par rapport à ça, mais moi je pense qu'on est possiblement sur une vraie progression en carrière, sachant qu'en plus, je le répète assez souvent, mais le shoot c'est de la mémoire gestuelle, donc ça vient avec l'âge, donc on a affaire à quelqu'un qui a 30 ans, ce serait pas choquant non plus qu'on ait ce genre de progression, parce qu'en plus il part pas non plus de totalement rien. Donc voilà, je pense que possiblement on est sur quelqu'un qui ne va peut-être pas être la solution au spacing ou un méga shooter qui va avoir une énorme dangerosité, qui va faire beaucoup de mal, etc. Mais je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'au moins on ait une valeur neutre dans le spacing. Voilà, on a affaire à quelqu'un qui, en termes de catch and shoot, si on le classe sur l'efficacité des catch and shoot, pour vous dire, il est 70e centile parmi les joueurs qui sont à minimum 3 catch and shoot par match à 3 points en moyenne. 70e centile, donc mieux que 70% du reste de la NBA qui a aussi ses critères de volume en catch and shoot. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et donc là, j'ai développé un peu pour ce qui est un peu la nouveauté chez Caruso, qui est le shoot. Mais on peut repartir sur les classiques de la défense du point d'attaque, évidemment. Donc la défense des petits postes, poste 1, poste 2, face au ballon. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on a dit, je pense qu'à terme, on pourrait échanger Lou Dort parce qu'on a Caruso, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas exactement le même profil de défenseur, même pas du tout. C'est même les deux exacts opposés. On a 2 joueurs qui, à mon avis, sont de niveau all defense et l'élite de l'élite, mais dans des styles finalement assez opposés.
puisque là où Lou Dort n'est pas si à l'aise que ça, en tout cas pas au niveau de l'élite, en termes de navigation d'écran, lui c'est plutôt le rock en termes de solidité, en termes de repousser le contact, etc. etc. Caruso, lui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire il est quand même beaucoup plus fin en termes de morphotype, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, donc il va pas forcément, ne serait-ce qu'en termes de spectre, hein, il a un spectre de position qu'il peut défendre qui est beaucoup plus vers le poste 1 et 2, plus que je suis polyvalent, je peux aller vers le poste 3, 4, donc des mecs beaucoup plus costauds, beaucoup plus puissants ou grands comme Lou Dort. Mais par contre, Caruso, c'est l'inverse de Lou Dort aussi, au niveau de lui, ses forces à lui, c'est-à-dire que c'est un des tout meilleurs navigateurs d'écran de toute la NBA. Là-dessus, on peut être d'accord. Il est quoi? Il est top 2, top 3 peut-être. Je pense directement à McDaniels, côté Minnesota. Je pense aussi à peut-être Jalen Suggs, peut-être Derek White aussi, évidemment. Mais voilà, on est vraiment sur l'élite de l'élite en termes de navigation d'écran. Et donc, comme dit, c'est un profil qui vient complémenter aussi ce que fait Lou Dort, parce qu'il y a des match-ups où Lou Dort sur Doncic, c'est génial. Par contre, si tu as besoin de défendre un Stephen Curry, si tu as besoin de défendre des mecs comme ça, c'est vrai que le profil du Caruso correspond d'autant plus. Et d'autant mieux. Donc c'est quand même un luxe assez incroyable. Et puis, surtout également, il y a la notion qu'on appelle le playmaking défensif. Donc qu'est-ce que c'est? C'est littéralement l'action de faire des actions playmaking défensif. Donc en général, playmaker, quand on précise pas, ça veut dire playmaker en attaque, hein, le mec qui fait des passes, notamment on l'utilise comme ça. Playmaking défensif, c'est le mec qui fait des actions, mais en défense. Donc il va pas seulement bien défendre, lever la main, contester, le mec qui va créer des actions. Et donc ça a aussi une valeur, parce que il y a une action de je suis capable de court-circuiter et d'arrêter la possession en fait. Si je fais un contre ou si je fais une interception, j'arrête la possession. Et pour vous dire à quel point même, d'ailleurs, les deux indicateurs principaux de ça, vous pouvez aller chercher les par match si vous voulez, mais moi je prends les pourcentages parce que je préfère ça. On est à plus de 1% de block percentage et plus de 2% de steal percentage parmi les gros minutages évidemment. Donc plus de 1500 minutes jouées sur la saison. Plus de 1% de block percentage et plus de 2% de steal percentage, il n'y a que 6 joueurs NBA en 2024 qui répondaient à ces critères, dont, évidemment, Alex Caruso. Donc à peine 6 joueurs font partie de cette classe-là parmi les gros minutages en termes de block et steal percentage, donc l'élite de l'élite des playmakers défensifs, et même on peut s'amuser un peu avec les filtrages, à remonter un peu le critère du block percentage, non pas 1 mais à 1,5%, et là, minimum 1,5% de block percentage et 2% de steal percentage, eh bien, mesdames et messieurs, il n'y a que deux noms, deux joueurs NBA. C'est Alex Caruso et Isaiah Hartenstein. Et oui, et oui, et oui. Et même, on peut aller encore plus loin. Donc, cette fois, on relève le critère du steal percentage. Donc, c'est-à-dire de 2, on passe à 2,5. Et donc, plus de 1,5 de block percentage et plus de 2,5 de steal percentage, il n'y a que Alex Caruso en NBA qui répond à ces critères de playmaking défensif, d'interception et de contre créés sur des gros minutages. Bref, ça c'est aussi une notion hyper importante. Je pense que ce qui est un peu évident, c'est l'aspect de l'aspect de défense sur l'homme et face au ballon, mais dans son jeu, il y a aussi tout cet aspect qui est d'autant plus important de la défense off-ball, ou même plus généralement le côté créer des interceptions. Donc ça, c'était pour le cas de Alex Caruso. Mais bon, rien de nouveau à dire sur lui, et tout le monde le connaissait, et je pense qu'il y a une raison pour laquelle tous les contenders, tous les candidats au titre, le voulaient en NBA, et tous les fans aussi, parce qu'on connaît le topo. Passons peut-être au cas un peu plus litigieux de Isaiah Hartenstein, puisque c'est vrai que c'est quand même lui qui a agité les gazettes, si je puis dire, qui a fait couler beaucoup d'encre, non plus, ça marche pas. C'est lui qui a fait parler en tout cas, c'est lui qui a beaucoup fait parler dans ce recrutement. Bon, déjà, je pense que la première chose à dire, d'entrée de jeu, même si je pense que tout le monde sera déjà convaincu, en tout cas certains seront déjà convaincus, mais la première chose à dire, c'est que ce n'est pas un backup pivot. Voilà, assez clairement, j'ai quand même beaucoup lu le fait que, non, mais c'est quand même payé très cher pour un pivot backup. Non. Hartenstein n'est pas du tout un pivot backup. Et d'ailleurs, si OKC met à ce point beaucoup d'argent sur la table, c'est parce que c'est pas du tout un backup. C'est un calibre titulaire. Après, à voir comment les minutes vont se répartir, et je ne pense pas qu'il va faire l'intégralité de ses minutes
en même temps que Chet Holmgren ou que avec les titulaires, etc. Non, je pense même que l'intérêt de l'avoir, c'est aussi d'avoir 48 minutes où tu as un pivot de qualité. Donc, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que je serais extrêmement surpris que OKC mette sur la table 30 millions l'année pour le faire jouer 20 minutes par match. Ça, à mon avis, ça me paraît totalement incohérent. Et après, je peux comprendre aussi, parce que c'est un mec qui vient d'exploser. En fait, c'est aussi un joueur qui était dans cet effectif de New York et qui a aussi explosé parce que Mitchell Robinson s'est blessé. Donc il y a un peu cet aspect de, bah oui, ok, il a beaucoup joué, mais en même temps, bon, bah il a aussi beaucoup joué parce que le titulaire était blessé, quoi. Donc ça atténue un peu le côté explosion, le côté grande saison, etc. Donc je peux comprendre que certains le perçoivent encore comme un pivot backup, pardon, mais je pense que la première chose à dire, c'est que ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est un vrai bon titulaire NBA. Et même, je pense que je pourrais tenter d'aller jusqu'à dire c'est presque un pivot même au-dessus de la moyenne. Mais bon, après, moi, je suis très haut sur lui, mais pour aussi des raisons tactiques, hein, évidemment. C'est pas juste que j'aime bien, c'est pas juste que j'aime bien sa coupe de cheveux ou que je le connais personnellement. J'aime énormément son jeu. Et moi, honnêtement, je trouve qu'on a affaire à non seulement un pivot NBA titulaire, mais en plus un de très bel acabit. Franchement, c'est un profil qui est extrêmement complet en attaque et en défense. Et même, je pense que l'aspect défensif est sans doute un peu sous-estimé par rapport à ça. Je sais que beaucoup de monde le voyait un peu comme le pivot offensif avec les Knicks de pick and roll. Et puis de l'autre côté, on avait Robinson qui était le défenseur. En plus, il avait fait un très bon début de saison défensif, hein, Mitchell Robinson, avant de se blesser. Mais honnêtement, pour moi, j'hésite pas trop. Hein. S'il faut que j'en choisisse un sur les deux, c'est Hartenstein. Moi, je pense que Hartenstein est un meilleur défenseur et en plus un meilleur attaquant. Mais bref, premier point qui est assez évident pour moi, c'est que non. Si vous êtes inquiet du genre, ah non, on a payé quand même beaucoup pour un pivot backup. Non, ce n'est pas un pivot backup. Déjà, première chose. Deuxième chose, c'est vrai que à propos de son cas, on est un peu obligé d'en parler, mais il y a aussi, je pense, une question d'opportunité sur le marché. Et bon, bah, c'est peut-être aussi une question de timing, hein, en un sens. Le fait que, bah ouais, l'été où OKC a beaucoup de cap space, il n'y a pas forcément de gros free agents disponibles. C'est-à-dire que, bon, mais voilà, quand on en avait un peu, tous les mecs, on savait qu'ils allaient re-signer dans leur franchise. Genre, bon, ben, LeBron James, ok, LeBron, on savait qu'il n'irait pas au KC. Tout ce qui est Siakam, Anunoby, bon, c'était pas fait d'avance, mais on avait bien compris quand même qu'il y avait un petit, il y avait un petit wink-wink dans les trades qui se sont faits en décembre, en janvier. Bon, on avait compris qu'il y avait une prolongation plutôt officieuse qui était déjà sur la table. Ensuite, on avait James Harden en free agent, Tobias Harris, DeMar DeRozan, Miles Bridges. Bon, je vous épargne un peu tout ce qui est les prolongations de contrat rookie de type Quickly, Maxey, etc. Bon, c'était pas atteignable évidemment non plus. Et après, on descend quand même en catégorie. Hein. Tout ce qui est KCP, Malik Monk, Klay Thompson, et ainsi de suite. Finalement, le seul gros free agent disponible, c'était Paul George. Mais bon, Paul George, déjà, il fallait que. Enfin, on connaissait pas trop la situation, on savait pas s'il allait prendre son option ou. Et donc, ne pas être free agent ou alors être free agent. Bon, ça aurait été cool, mais ok. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas non plus une classe de free agent si grande que ça. Donc peut-être on peut se dire, bon, bah, il y avait de l'argent à dépenser, il fallait bien le dépenser sur quelqu'un. Bon, moi, je pense pas. Je pense pas parce qu'en plus, bah voilà, le front office a fait le move en février pour libérer du cap space. C'était pas obligé de le faire, hein, ce move pour Gordon Hayward. Et pourtant, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait en sachant qu'il allait être free agent, hein, clairement. Ils n'ont pas fait un peu au pif. Ah, tiens, mince, on a fait ça, on a du cap space, et il n'y a plus personne sur le marché. Bon, bah tant pis, donnons beaucoup d'argent à Hartenstein. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une question d'opportunité, et on va y arriver. Mais la raison tactique aussi pour laquelle le fit est excellent. Mais voilà, je pense pas que ce soit genre, bon, bah, il n'y a personne à qui donner l'argent, lui donne lui. Et donc, notamment, pourquoi est-ce que moi je suis autant emballé par cette signature? Déjà parce que, premièrement, j'adore le joueur en soi. Je pense que c'est un joueur largement sous-estimé, à mon sens. Et deuxièmement, et surtout même, je pense que c'est un joueur qui colle parfaitement à l'identité tactique de cette équipe. Et donc, on en vient à cette fameuse, la vraie raison pour laquelle cette intersaison a été une réussite, et en tout cas la vraie raison pour laquelle OKC a fait le trade de Caruso et aussi a ramené Hartenstein pour un tel prix, c'est qu'en fait, pour moi, OKC s'est offert la Rolls-Royce du jeu des possessions. Voilà, très clairement. Je sais pas trop comment le formuler autrement, mais pour moi, cet été, cette intersaison est une incroyable réussite pour OKC parce que le Thunder qui joue le jeu des possessions, on va le détailler, mais ils se sont offerts 2 pièces magnifiques pour ça. Donc la première, c'est Caruso. Mais en même temps, comme dit aussi, Caruso aurait été parfait partout, hein, le type 3D qui va partout dans toutes les bonnes équipes, ok. Mais Hartenstein aussi, de surcroît,
c'est le pivot parfait pour jouer ce jeu des possessions. Pour moi, c'est aussi ça la vraie raison, ou la raison secrète, ou qu'importe le titre buzzmatique qu'on aura choisi pour cette vidéo, ou pour ce podcast, mais non, mais blague à part, pour moi, c'est un peu la vraie raison, et ce pourquoi j'adore ce move et j'adore l'intersaison, c'est ça. C'est que OKC, qui joue ce jeu des possessions, s'est offert 2 pièces fondamentales pour pratiquer ce jeu des possessions à son paroxysme, j'ai envie de dire. Donc, de quoi on parle? De quoi on parle avec ce jeu des possessions? Soyons très simples. Le jeu des possessions, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà un peu détaillé, mais pour les nouveaux auditeurs, c'est le fait d'essayer de jouer non pas sur l'efficacité, offensive ou défensive, mais sur le volume, en fait, sur le nombre de cartouches. C'est-à-dire que, imaginons si vous mettez vos tirs avec une réussite de 40% et l'adversaire de 60%, bon, bah, si vous avez 10 tirs chacun, bah, l'adversaire qui shoot à 60% va gagner, contrairement à vous qui shoot à 40%, bien sûr. Sauf que, pour continuer cette analogie très grossière, mais c'est volontaire, le jeu des possessions, c'est précisément le fait que on va pas essayer d'augmenter notre efficacité pour passer de 40 à 60 ou 65. Le jeu des possessions, c'est aussi, dans le même temps, de dire, on va essayer que nous, on tente, non pas 10, mais 12, 14, 15, 20 tirs, 20 tentatives, et l'adversaire n'en tente pas 10, mais plutôt 9, 8, 7, 5 tirs à peine. Je caricature en effet grossièrement, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que on va jouer non pas sur à quel point est-ce qu'on est efficace pour le même nombre de tirs, mais le jeu des possessions, c'est essayer de justement jouer et influencer ce nombre de cartouches, donc soi-même avoir plus de cartouches, plus de tentatives de tirs, et réduire dans le même temps, à l'inverse, le nombre de possessions et de tirs pour l'adversaire. Et donc, évidemment qu'un pivot comme Hartenstein rentre parfaitement et va venir totalement optimiser ces schémas-là. Parce que OKC pratique des schémas notamment défensifs, qui sont des schémas très dynamiques, très agressifs, avec beaucoup de création de turnover adverse, justement, mais ce sont aussi des schémas qui ont leurs faiblesses. Et notamment, quelle est la grande faiblesse d'OKC? C'est le rebond. Et ça date de avant l'arrivée de Chet Holmgren, on avait déjà parlé dans le bilan 2023 de OKC avec Constant, on avait déjà ce truc de ça crée des turnovers, mais c'est très très fragile au niveau du rebond. Beaucoup de rebonds offensifs pour l'adversaire, parce que voilà, c'était la faiblesse. Et ça s'est poursuivi malgré l'apparition de Chet Holmgren dans l'effectif et sur le terrain. Mais pourquoi? Parce que c'est pas que le fait que Chet Holmgren soit mauvais là-dedans ou soit pas bon, c'est aussi lié au schéma en fait. C'est aussi lié au fait que quand tu as des schémas où ça vole un peu de partout, des schémas très dynamiques avec des concepts tactiques où tu as la next defense, tu as des pill switch, tu as des stuns très agressifs, etc. Tu as beaucoup de switch aussi, de la polyvalence, mais c'est aussi la force de l'effectif. Et voilà, c'est aussi un compromis. En défense, tu peux pas tout faire, donc tu crées beaucoup de turnover parce que tu es agressif et que tu cours partout, mais de l'autre côté, tu perds aussi beaucoup en termes de rebond. Et donc, c'est là-dessus où Hartenstein va venir non seulement améliorer l'aspect d'interception et de playmaking défensif, mais en plus, il va, de surcroît, un peu résoudre le problème du rebond, ou en tout cas, largement aider ce domaine qui est pourtant déficitaire. C'est-à-dire que, dans l'idée, tu vas non seulement rajouter Hartenstein qui va te renforcer tes forces, mais en plus, également, t'aider et te renforcer sur tes faiblesses. Donc vraiment, c'est en ça où je trouve que l'ajout sur le papier, il est absolument fantastique parce que c'est à la fois un très bon rebondeur et donc, on a commencé un peu à le dire tout à l'heure avec Caruso, quand on a fait notre filtrage, c'était un des seuls deux joueurs avec tel ou tel critère de style et de block percentage, mais développons un peu sur cet aspect de playmaking défensif. Moi, c'est clairement quelque chose que j'adore chez lui, c'est que on a affaire à un mec qui est grand, qui a une grande envergure de bras, mais qui a surtout des instincts pour le jeu de très haut niveau, un QI basket de très haut niveau, et surtout des mains défensives de vraiment de haut niveau. Donc quand on dit les mains, bon, c'est pas la main en soi, mais c'est la main qui est grande, la main qui est vive, mais surtout savoir l'utiliser, hein. Le côté précision, savoir, ah tiens, c'est là que j'ai une fenêtre de un quart de seconde pour la glisser la main et dévier le ballon, ou pour faire une interception. Le côté aussi, la précision, la coordination main-œil, aussi, qui est une qualité extrêmement importante, coordination main-œil pour les contreurs, c'est-à-dire avec ses mains de bien viser en fait. Quand je monte au contre, c'est ce qui fait la différence entre un mec qui monte au contre, qui fait une faute, ou alors le mec qui monte au contre et qui tape dans le ballon, c'est de savoir viser. Donc, on a vraiment élite au rebond et élite au playmaking défensif, et pour dire 2-3 chiffres, même si on a un peu commencé à en parler avec Caruso, mais il est à plus de 2% de steal percentage,
et à 2,3% de block percentage cette saison NBA 2024 avec les Knicks. Bon, déjà, des intérieurs, des bigs sur Cleaning the Glass qui sont à plus de 2% de steal percentage, il n'y en a que 3. Voilà, il n'y a que 3 intérieurs NBA avec un gros minutage qui étaient à plus de 2% de steal percentage. Et il faut se rendre compte que c'est énorme. 2%, c'est la barre symbolique, enfin c'est une barre symbolique des intercepteurs d'élite, on va dire. Mais c'est vrai qu'on retrouve plus facilement des extérieurs au niveau des 2% que des intérieurs. Et l'inverse pour les blocs, bien sûr. Mais c'est vrai que donc avoir un pivot, un big, un intérieur qui est à 2% de steal percentage, déjà en soi, c'est remarquable. Mais quand en plus de ce steal percentage, on rajoute le critère du block percentage, plus de 2% de steal percentage et plus de 2% de block percentage, Isaiah Hartenstein est le seul de NBA. Voilà. On avait déjà un peu joué avec les critères tout à l'heure pour dire que je crois que c'est 1,5% de bloc et 2,5% de steal, il n'y a que Caruso. Et 2% à la fois bloc et steal, il n'y a que Isaiah Hartenstein qui répond à ces critères en NBA en 2024. En tout cas, c'est le seul big qui fait ça. Mais donc, en effet, c'est en ce sens que pour moi, c'est un fit parfait pour cette équipe d'OKC qui va avoir des schémas très polyvalents, très agressifs surtout, et dont le but est de créer ces turnovers, et avec comme compromis habituel de on se découvre beaucoup, et on va pas être en bonne position pour le box-out, on va pas avoir un personnel qui va être très lourd sur le terrain, ou qui est en bonne position, qui est proche du panier pour prendre les rebonds, ok, mais voilà, de l'autre côté, toutes les cartouches qu'on perd au rebond, ou en tout cas les cartouches qu'on offre à l'adversaire au rebond offensif, on les récupère un peu avec les interceptions. Sauf que désormais, avec Hartenstein, tu vas être d'autant plus compétent pour le playmaking défensif, tout en améliorant ton rebond, parce que lui-même est élite au niveau du rebond et défensif et offensif. Et donc, si vous voulez, c'est un peu le pouvoir des maths, quoi. C'est un peu la recherche d'optimisation partout où on peut la trouver. Fut un temps, alors l'équipe de 2023, qui était en termes d'efficacité au panier, qui était très mauvaise, offensive, hein, efficacité offensive au panier très mauvaise, mais ça compensait par le fait qu'ils en prenaient des tonnes, et qu'en fait, bah ouais, t'es dernier au panier, mais sauf que le panier est à ce point rentable, comme tir, donc bah ouais, c'est pas très grave quoi, d'être dernier dans cette catégorie, si t'en prends des tonnes. Il vaut mieux être dernier avec des tonnes de tirs au panier plutôt que prendre beaucoup de longs tirs de points, même en étant moyen ou même en étant bon, c'est quand même des tirs moins rentables. Donc bref, il y a toujours eu un peu cette recherche cette optimisation, cette recherche d'optimisation, pardon, un peu mathématique hein, en fait, hein, juste soit avoir plus de cartouches que l'adversaire, soit juste aller prendre les tirs rentables, etc., etc. Et c'est vrai que l'équipe en l'état, elle avait des grandes forces qui étaient très peu de pertes de balles en attaque et beaucoup de pertes de balles provoquées en défense. Voilà, c'est OKC, c'était une équipe qui au niveau des turnovers, eux ils en faisaient très peu eux-mêmes en attaque et ils en créaient beaucoup chez l'adversaire. Donc ça, sur ce côté jeu des possessions, sur ce côté on a plus de cartouches que l'adversaire, donc même si on est un peu moins efficace ou même à efficacité similaire, mais si nous on a plus de chances, plus de possessions qui se terminent par un tir que l'adversaire, on va gagner, évidemment. Donc il y avait cet aspect du jeu des possessions, mais par contre, je vais pas dire ça non plus, mais on va caricaturer. Mais tout ce qu'il gagnait un peu au niveau des pertes de balles, des turnovers, ils le perdaient un peu en termes de rebond. C'est-à-dire que ils étaient élites en termes de protection de turnover, enfin ils commettaient très peu de turnover, donc bien pour le jeu des possessions, hein, de commettre peu de pertes de balles, mais ils étaient aussi très mauvais en termes de rebond offensif. Ils allaient très très peu relativement au reste de la NBA, très peu chercher des rebonds offensifs. Et puis de l'autre côté, pareil, on l'a déjà un peu dit, mais la défense crée beaucoup d'interceptions, donc ça c'est bien au niveau de ce fameux jeu des possessions, mais par contre, ils autorisaient aussi beaucoup de rebonds offensifs à l'adversaire. Et donc, encore une fois, mais c'est là-dessus où l'ajout de Hartenstein est absolument parfait, parce que lui va continuer dans cette lignée et ces schémas agressifs et cette capacité à créer des turnovers, donc ça c'est parfait, mais en plus, il va venir complémenter et parfaire ce jeu des possessions avec le rebond. Et donc tu seras plus le yin et le yang, tu seras juste, on est bon peut-être un peu partout quoi. On peut à la fois créer des turnovers et en plus protéger le rebond. On peut ne pas perdre la balle, mais en plus aller chercher des rebonds offensifs. Donc vraiment moi j'insiste, mais c'est pour ça un peu la vraie raison, la raison secrète ou je sais pas quoi, mais pour moi c'est en ça que OKC est allé chercher à ce prix-là Hartenstein. Alors peut-être ils ont
un peu surpayé, mais parce que ça coûte plus cher de faire venir quelqu'un. Ça coûte, c'est quoi en économie, comment on dit, ça coûte 10 fois plus cher d'acquérir un nouveau client plutôt que d'en conserver un. Mais voilà, il était bien au Knicks. Les Knicks, il y avait une très belle équipe aussi, donc peut-être que tu as mis un peu plus d'argent que prévu. De toute façon, tu l'avais, mais tu mets un peu plus d'argent prévu parce que c'est le prix d'acquisition. Ok, mais je pense qu'il y a une raison aussi pour laquelle ils ont libéré du cap space, pourquoi ils l'ont ciblé au niveau de la free agency et pourquoi ils ont mis un tel salaire. C'est que, ok, il y a la question du spacing, on va y arriver, qui est pas parfait, on est d'accord. Mais du reste, on a affaire à quelqu'un qui peut s'insérer parfaitement là-dedans. Playmaking défensif et le rebond où, c'est vrai qu'on n'a même pas trop développé là-dessus, mais c'est un rebondeur d'exception. Qui va pas faire des chiffres énormissimes, mais c'est quelqu'un qui, en termes de box-out, rebond défensif, a toujours été très bon. Alors vous me direz, ça fait aussi partie des contextes à New York où toute l'équipe allait au rebond, donc à quel point c'est lié ou pas. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui a une très bonne présence au rebond, mais pas forcément lui prendre le rebond, mais occuper l'espace, faire des box-out, et ainsi de suite. Et surtout, le rebond offensif, il a toujours été élite dessus. Et ça, on le voit même de par plein de contextes différents. Pas que à New York, je veux dire. Donc, pour le coup, ça, c'est aussi un vrai ajout. Cet aspect du rebond et donc du jeu des possessions. Après, en effet, le gros problème, c'est le spacing. Le spacing parce qu'il n'a pas de shoot, pas de shoot du tout. Et c'est vrai que c'est le gros problème. On ne peut pas ne pas aborder la question. C'est vrai que c'est un énorme malus parce que ça vient en fait neutraliser ce qui faisait un peu la force de Chet Holmgren et pourquoi il a une valeur structurelle à ce point magnifique, Chet Holmgren, c'était le fait que tu puisses évoluer avec un spacing parfait. Ça, c'est vrai, on est d'accord. Et je dis pas le contraire. En effet, la valeur de Chet, c'est quoi? C'est que ce qu'on appelle la valeur structurelle en fait de Chet, c'était le fait que tu peux avoir une vraie défense de très haut niveau parce que il assure tout ce qui est protection intérieure, mais tout en ayant un shoot. Donc t'as pas besoin d'avoir deux profils pour ça. Un seul profil peut faire les deux à la fois. Donc c'est en ça qu'on parle de valeur structurelle. C'est que Chet Holmgren pouvait assurer la défense intérieure, défense de pick and roll, défense du panier, et ainsi de suite, mais tout en étant de l'autre côté du terrain, quelqu'un qui pouvait aussi shooter et très bien shooter à 3 points. Et donc, voilà, t'as pas de compromis à faire. T'as pas à te dire, il y a besoin d'un autre mec à côté pour la défense, lui c'est qu'un shooter. Non. C'est toute la force de son profil. Et c'était aussi, à mon sens, une des forces de Casey, c'était, t'as quand même pas mal de fois où t'as des line-up avec Chet Holmgren en poste 5 et un super spacing autour. Alors un spacing qui, vous l'avez vu, n'a pas passé le test des playoffs, on est d'accord. Mais il y a quand même pas mal de configurations où le simple fait d'arriver à avoir Chet Holmgren loin du panier, en termes de shoot à 3 points dans le corner ou même sur l'aile, surtout, pas mal de systèmes un peu sur l'aile en semi-transition où ça remonte la balle d'un côté sur une aile et puis de l'autre côté sur l'autre aile, on a un écran en semi-transition pour Chet Holmgren pour qu'il ait un fauteuil pour le tir. Voilà, ça c'était très fréquent et oui, c'est un vrai impact sur le jeu, ça, pour le coup. Et ça, c'est vrai que, quand t'as Hartenstein qui va être sur le terrain en même temps, finalement, tu neutralises un peu cet aspect de spacing parfait. Ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai choix tactique d'identité. À quel point est-ce que la défense va pas être améliorée par cet ajout de Hartenstein? Ne serait-ce que sur ce simple jeu des possessions, et donc sur cette identité tactique, au final. À quel point est-ce que tu vas pas arriver à maintenir, voire améliorer cette création de turnover, et à quel point l'ajout au rebond va pas être aussi, à lui seul, le rebond des deux côtés d'ailleurs, à ce point significatif. C'est vrai que moi, si on m'avait demandé, je crois qu'on avait déjà un peu parlé dans le podcast, je sais plus quand, mais dans l'année, c'est vrai que cette valeur structurelle du pivot qui peut shooter est tellement unique et surtout a tellement de valeur que moi d'instinct, j'aurais plutôt pris l'option de rajoutons non pas un vrai pivot à côté, non pas un vrai intérieur, mais rajoutons un autre mec, un autre extérieur. Voilà, c'est pour ça que j'étais aussi un peu attiré par l'idée de Markkanen avec un shooting d'élite, etc. Partir un peu dans cette direction de cette valeur du pivot qui peut shooter, donc avoir un spacing, c'est à ce point unique et ça a à ce point de la valeur que essayons de creuser un peu là-dedans, juste pour être meilleur, grosso modo. Sauf que ils ont fait le choix inverse. Ils ont fait plutôt le choix de on va essayer d'améliorer notre équipe et améliorer l'identité de l'équipe au prix du spacing. Mais le spacing est un compromis, mais un compromis pour avoir autre chose. Et je pense qu'il faut aussi avoir conscience que, en fait, le choix parfait n'existe pas, ou alors il coûte très cher. c'est très simple. Prenons un exemple. On dit qu'OKC manque un peu de shoot. Est-ce que ça aurait réglé la question de prendre Buddy Hield, par exemple, je dis n'importe quoi? Non, parce que oui, tu rajoutes du shoot, mais à quel prix tu rajoutes ce shoot?
À quel prix? Tu serais pas en mode, bon bah oui, ok, on a un shoot en plus, mais tu perds en défense, quoi. Donc tu compromets aussi ton identité défensive. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, voilà, même Markkanen, si Markkanen était venu, on aurait dit, ouais, c'est cool, ça permet de conserver cette identité offensive, mais c'est vrai que la défense devient pire. On aurait dit ça. Mais parce qu'en fait, Chet Holmgren est un cas unique. Ou en tout cas, il y en a combien des mecs qui sont vraiment des bons défenseurs et des bons spacers sur le poste de pivot. Enfin, pivot intérieur, mais c'est extrêmement rare. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, mine de rien, un choix ou l'autre aurait eu son compromis. À moins de payer extrêmement cher et d'aller dégoter un. Alors, Porzingis peut le faire un peu, Jaren Jackson, mais on est sur du contrat max. Ben voilà, le mec qui serait arrivé à faire les deux, c'est assez rare. Pour le coup, ça aurait été assez rare, même sans parler de pivot, mais chercher un poste 4, poste 3-4, on va dire, qui aurait été capable de faire et du shoot d'élite et de la défense d'élite, ça peut se trouver, mais ça coûte cher en fait. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que oui, c'est dommage. C'est dommage, mais premièrement, à quel point est-ce que tu vas pas gagner en renforçant la défense et le rebond et les turnovers, etc. Et deuxièmement, à quel point il existait un choix réaliste en termes de profil et donc de salaire également. Parce que, encore une fois, comme dit, si on avait pris Markkanen, on aurait fait l'inverse d'aujourd'hui. On aurait dit, super pour l'attaque, mais c'est vrai que la défense, pas top, quoi. À quel point on aurait... Oui, tu conserves le spacing, mais tu compromets l'identité défensive. Bon, là, c'est un peu pareil, mais à l'inverse. C'est-à-dire que tu conserves l'identité défensive, et même encore mieux, mais au compromis de l'attaque. Bref, mais là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai parlé pour l'instant que du jeu des possessions. Pour moi, déjà, c'est déjà une victoire sur le papier, en tout cas ça colle parfaitement et ça peut aider. Et là, on a parlé que de l'apport de Isaiah Hartenstein sur le jeu des possessions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le reste. Et tout le reste qu'on n'a même pas encore évoqué. Déjà, premièrement, très basique, la défense sur post-up. Et ça peut paraître assez archaïque de parler de ça, et moi-même je le dis souvent, c'est plus une priorité. J'en ai encore parlé récemment dans un podcast sur Rudy Gobert. Oui, c'est plus une priorité absolue de dire non, on n'est plus dans la NBA d'avant où il faut absolument tenir le Shaq ou avoir le post-up stopper, le Chuck Hayes comme à l'époque. Non. Par contre, c'est vrai que premièrement, ça a été une problématique pour OKC toute la saison. Alors, pas au point que ça soit catastrophique, mais ça a été une vraie problématique. La défense du post-up sans vrai gros défenseur de post-up, ou alors qu'avec Chet Holmgren. On va y arriver. Et deuxièmement, c'est vrai que malheureusement, t'en as pas besoin à 82 matchs sur 82. Par contre, quand t'es un candidat au titre et un candidat au titre à l'Ouest, sans doute qu'il va falloir que tu te frottes un peu à Nikola Jokic, quoi. Alors, pas forcément, tu peux le faire sans, mais dans ce cas-là, t'es quand même très content d'avoir un bon défenseur de post-up. Et je dis pas que c'est parfait en termes de défense du post-up, mais c'est quand même compétent. Je pense que pour le coup, c'est peut-être un des domaines du jeu, et peut-être même le seul où Mitchell Robinson, au Knicks, était meilleur que lui. D'ailleurs, on a vu Robinson a un peu gagné des minutes là-dessus contre Embiid en playoff, ok. Mais Hartenstein est compétent et surtout, il vient apporter une présence physique et de la compétence que n'avait pas trop cet effectif d'OKC. On avait Chet Holmgren, ok, mais qui est quand même assez fin. Mais admettons, ok, donc Chet Holmgren peut défendre un peu le post-up, même si c'est pas parfait. Admettons. Mais derrière, c'est vrai que les options de backup en pivot, c'était soit Jalen Williams, qui est plutôt un pivot offensif, dirons-nous, donc ni défense de post-up, ni défense de pick and roll, ni défense du panier, pivot offensif, ok. Et de l'autre côté, sinon, c'était Kenrich Williams. Poste 3-4 de formation, qui peut un peu tout faire, c'est aussi c'est en ça qu'il est génial. Hein. Kenrich Williams, c'est un homme à tout faire, un coqueluche des hipsters de draft depuis l'époque, mais voilà, ça reste un petit de formation, donc c'était un backup 5, mais très petit. Et ça posait pas forcément énormément de problèmes, sauf donc sur des match-ups particuliers qui étaient Denver et qui étaient aussi les Lakers. Et j'ai pas mal de souvenirs contre les Lakers cette année, je crois que j'ai vu tous les matchs, de les batailles tactiques entre OKC et Lakers. Qu'est-ce qui se passe? On a une équipe d'OKC qui peut pas trop défendre le post-up. En tout cas, pas en single coverage, comme on dit, pardon. Pas en couverture seule, quoi.
Donc ils sont obligés de venir aider. Donc il y a eu tout contre les Lakers, allez revoir les matchs si vous voulez, mais il y a tout un jeu à chaque fois du chat et de la souris entre OKC et LeBron James en fait, où en fait il y a deux schémas pour le post-up. Comment est-ce que tu peux aider? C'est soit tu aides depuis le haut, comme on dit, donc depuis l'aile, on a un défenseur qui descend faire la prise à deux, soit sinon tu aides depuis la baseline, donc depuis la ligne de fond, une baseline double. Donc l'angle est différent, tu n'aides pas depuis le haut, tu aides depuis l'angle de en bas, grosso modo, depuis la baseline. Mais donc, évidemment, ça libère des espaces très différents à chaque fois. Et donc, c'est très marrant de lire LeBron James à chaque fois s'ajuster et lire et deviner d'où vient l'aide et donc d'aller chercher à chaque fois le bon espace et ainsi de suite. Et bon, on va pas dire que c'était catastrophique, mais c'est vrai que je suis quand même plus rassuré pour affronter Lakers et surtout Denver d'avoir cette option qui, non seulement, déjà, c'est un mec qui est grand, long et un vrai. Voilà, c'est de la puissance qui n'est pas forcément dans l'effectif, hein, ni Jalen Williams, ni Kenrich Williams. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a aussi des conséquences tactiques de t'es même plus forcément de venir aider au post-up, comme ça a été le cas toute la saison côté OKC. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que t'es plus obligé de déclencher ces prises à deux. Tu peux juste dire, ok, cette fois on a Jokic, cette fois on a Embiid, cette fois on a je sais pas qui attaque en post-up. Essayons de voir, essayons de tester juste Hartenstein tout seul. C'est aussi une option tactique qui est intéressante parce que tu ouvres toi-même moins de brèches dans ta défense parce que tu viens pas aider. Donc ça aide de ce côté-là, moins de décalage et ainsi de suite. Donc bref, ça c'est le premier aspect hors du jeu des possessions, hors des interceptions et des rebonds, c'est la défense de post-up. C'est un atout, non pas gadget, mais pas loin, mais en même temps, si tu dois affronter Denver, t'es quand même content d'avoir le bon atout pour ça, quoi. Bref, donc le post-up. Et puis le deuxième, mais qui est un peu lié, mais le deuxième, c'est que avoir une autre ancre défensive, un autre vrai intérieur défensif, et notamment qui va être solide face au ballon, que ce soit pick and roll ou post-up, donc, pour moi, la présence de Hartenstein va aussi permettre de totalement déverrouiller le potentiel et l'impact d'un Chet Holmgren en tant que safety. En tant que roamer. Vous savez, le fameux rôle du roamer dont on parle souvent, c'est de jouer un peu avec le jeu de match-up et donc d'avoir le protecteur de panier qui n'est pas face au ballon, mais qui a un peu cette liberté. Et donc, un peu comme un libéraux, on te dit, toi, exemple, hein, c'est ce que les équipes faisaient beaucoup contre OKC l'an dernier, on mettait Derek Lively, un pivot défensif, on le mettait non pas sur le pivot, non pas sur Chet Holmgren, on le mettait sur Josh Giddey. On disait à Lively, tu respectes pas Josh Giddey, tu fais le libéraux. Voilà, tu as toute la liberté d'agir, tu te soucies pas de ton shooter, ou plutôt de ton non-shooter qui est à 3 points ou ailleurs même. En fait, tu viens aider avec une grande liberté au panier. Et là encore, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est un atout tactique de très grande envergure, à mon sens, que n'avait pas forcément OKC l'an dernier. Parce que pour pouvoir déployer Chet Holmgren dans ce rôle-là, qui est un rôle, à mon avis, qui va lui aller à merveille, parce que il est grand, il est long, il est très mobile, donc il a ce volume off-ball de capacité de faire un peu l'essuie-glace en nettoyage de panier, en roamer, donc en libéraux. Pour pouvoir le déverrouiller, ce potentiel, et pour pouvoir le déployer de cette manière, il faut quand même que tu aies quelqu'un qui tienne bien l'intérieur. Si tu veux mettre Chet sur un peu plus petit match-up pour qu'il ait la liberté d'agir, il faut quand même que tu aies quelqu'un pour tenir, entre guillemets, le gros adverse. Et l'an dernier, c'est un peu Jalen Williams qui parfois s'y collait, ok, mais là, c'est vrai que d'avoir Isaiah Hartenstein, c'est quand même beaucoup mieux. Ça va être un mismatch pour à peu près personne, alors que parfois, Jalen Williams, ça pouvait l'être. Et c'est un point important qu'on sans doute on sous-estime un peu, mais voilà, c'est exactement pour ça que à Minnesota, c'est bien d'avoir Enes Reed et Karl Anthony Towns, parce que ça permet de déployer notre ami Rudy Gobert dans ce rôle-là. Pareil c'est pour ça qu'on a commencé l'année aux Spurs avec Zach Collins, parce que ok, le spacing était pas top, mais Zach Collins prenait le pivot adverse et ça permettait de déployer off-ball notre ami Wembanyama, qui avait donc toute la liberté de venir au panier et de ne pas être dans le périmètre, mais de rôder autour du panier sans aucun match-up, sans aucun joueur à surveiller individuellement, et donc d'avoir un énorme impact au panier. Et d'ailleurs, à l'inverse, on en a parlé dans les bilans 2024, mais à mon sens, c'est aussi ce qui a un peu manqué aux Sixers, par exemple, cette année. Ils n'avaient plus PJ Tucker qui pouvait faire ça, alors que l'année d'avant, Tucker faisait ça, et donc ça avait permis le fameux PJ Tucker sur Jokic, et donc off-ball Embiid. Voilà, en 2024, ça a manqué. Donc bref, je pense que ça, c'est un atout aussi considérable. Parce que Chet, à mon sens, peut faire des dégâts incroyables dans ce rôle du roamer. Un peu comme d'ailleurs on a aux Timberwolves avec Rudy Gobert depuis 1 an ou 2, mais surtout, c'est un peu le schéma des Bucks.
C'est exactement même le schéma des Bucks, c'est-à-dire l'encre défensive solide face au ballon qui joue, entre guillemets, 5, qui défend en drop, c'est Brook Lopez, et ça permet de déployer beaucoup plus en playmaker défensif au panier, Giannis. Je m'attends un peu à la même chose avec l'ajout de Hartenstein qui va permettre un peu de déployer Chet dans ce rôle du roamer. Donc pour moi, c'est génial et ça va permettre de défendre encore mieux le panier. Et d'ailleurs, y compris sur du post-up, parce que tu peux faire du 1 contre 1 en post-up, mais tu peux aussi faire du 1 contre 2. Tu peux très bien avoir Hartenstein qui défend Jokic en premier rideau, et en deuxième lame, tu as notre ami Chet Holmgren qui va surgir au cas où, ou alors qui va faire une pré-rotation, qui va boucher l'espace, qui va forcer Jokic à prendre un turnaround jumper plutôt qu'un lay-up au panier, etc., etc. Autre élément aussi que j'aime beaucoup, c'est le fait que, et ça c'est un peu sous-estimé, mais pour moi, Hartenstein est un excellent défenseur en drop. Et même, je pense, dire sans trop de problème que autant Chet Holmgren est sans doute plus mobile pour tout ce qui est edge et surtout switch, ok, mais en drop, je pense que Hartenstein est beaucoup plus compétent. Quoique, non, peut-être pas beaucoup plus, mais je pense qu'il est quand même un peu meilleur, à mon sens, parce qu'il y a aussi une notion de puissance, en fait, de puissance, de taille et de longueur, des éléments sur lesquels Hartenstein est meilleur. Et c'est vrai que sur du drop, bah ouais, tu peux aussi être en bonne position, tu peux faire les bonnes lectures, le côté timing, le côté à quel point je monte ou pas, à quel point je descends ou pas, gérer l'attaquant dans le dos et puis l'attaquant en face. Ok, ça, Chet Holmgren le fait très bien, mais c'est vrai que les défenseurs de drop d'élite, il y a aussi cette notion d'être un vrai rempart au panier. Rudy Gobert, Brook Lopez d'ailleurs, dont on parlait, à l'époque, Nurkic, à l'époque de Portland, hein, quand c'était un top défenseur de drop. Bref, on pourra en citer plein, mais ce que j'aime beaucoup avec Hartenstein, c'est ça, c'est le fait que c'est un défenseur de drop peut-être plus traditionnel que Chet, qui peut faire du drop, qui peut même le faire très bien, mais c'est pas non plus... Il peut aussi un peu se faire manger parfois en termes de drop, si t'as un mec, un gros qui lui fonce dessus, genre Luka Doncic ou des mecs comme ça. Je pense que Hartenstein, il y a un peu plus ce côté drop traditionnel. Donc ça, c'est bien, c'est encore un atout supplémentaire défensif et tactique pour OKC. Et puis, pour dériver un peu, mais parce que c'est un peu lié, mais je pense que c'est aussi, dans le même temps, un protecteur de panier largement sous-estimé. Et quand je dis largement, c'est largement. À mon sens, Hartenstein fait partie de l'élite de NBA en termes de protection de panier. Et je pense pas que ce soit comme ça qu'il soit vu par la majorité des fans de NBA ou même de OKC en fait. Pour ça que, à mon sens, on entend beaucoup, oui, mais c'est payé cher pour un backup. Mais en fait, non, c'est pas un backup. Et encore, on parle que de la défense. Encore, on n'a même pas abordé l'attaque. Mais, mais non, pour conclure un peu la défense, on a parlé du jeu des possessions, on a parlé du post-up, qui est très bien, le fait d'avoir quelqu'un qui peut libérer Chet Holmgren, on a parlé du drop. Maintenant, parlons de la protection de panier plus généralement. Et un chiffre qu'on aime bien citer pour illustrer un peu la protection de panier, c'est non pas le nombre de contres, pour le coup, parce qu'il peut y aussi avoir et c'est le cas de Hartenstein, des bons protecteurs de panier, mais qui font pas des actions flashy. Juste, je conteste le tir, il n'y a rien sur le box score, mais j'ai quand même contesté le tir. Mais c'est vrai que ce qu'on aime bien citer comme chiffre, en tout cas moi, dans mon cas, c'est la perte d'efficacité infligée au panier par Hartenstein. Et donc, en l'occurrence, on est à moins 11,2. On avait cité le chiffre déjà dans nos bilans 2024, mais moins 11,2 sur des tirs pris à moins de 6 pieds. C'est-à-dire qu'en moyenne, les adversaires shootaient moins bien à hauteur de moins 11% relatif à leur moyenne face à Hartenstein, quand Hartenstein était proche du panier. C'est, parmi les gros volumes de défense de tir au panier, c'est le 6e meilleur de NBA. 6e meilleure perte d'efficacité infligée au panier en NBA en 2024. Et devant lui, il n'y a que Porzingis, Rudy Gobert, Walker Kessler, le phénomène évidemment, Ivica Zubac aussi. On parlait de défenseur en drop qui avait un peu de la solidité en plus de l'épaisseur en plus de la longueur de bras. Zubac, ça correspond parfaitement. Et puis, également, 5e meilleur de NBA, c'est Chet Holmgren. Donc, OKC, on a parlé du jeu des possessions et de jouer sur le nombre de cartouches, mais OKC vient également de créer la meilleure paire de protecteurs de panier en termes d'efficacité. Ils n'ont pas un facteur d'intimidation, mais au moins ils ont un facteur de scorer autour de Hartenstein ou Chet Holmgren, ou les deux d'ailleurs, ça va être très dur. Et pour le coup, c'est pas une anomalie. Ce chiffre-là de Hartenstein, c'est pas du tout une anomalie, puisque je peux vous dire que en 2023, il était déjà à moins 6%, et en 2022, il était déjà à moins 10%. Donc moins 10, moins 6, un peu moins bien, mais de nouveau moins 11% en 2024.
Et pour vous dire, hein, la barre symbolique des moins 10% de perte d'efficacité infligée au panier, c'est la barre d'élite. Voilà, assez nettement. Et donc, on n'est pas du tout sur une anomalie statistique, sur juste une surperformance. Non, non, non. C'est aussi, ça fait partie de son jeu. Et ça fait longtemps qu'il est bon là-dessus. Et donc, voilà, ça aussi, encore un truc à aimer pour lui, c'est protection de panier. Et puis, on l'a même pas encore explicité, mais un tout dernier, c'est la polyvalence. Où il n'a pas la mobilité de Chet pour faire des switches, mais il peut le faire un peu. Il peut aussi faire des edges, il peut aussi faire des prises à deux, des traps. Enfin voilà, on n'est pas non plus sur. On parlait de défenseur de drop un peu classique. On n'est pas sur Brook Lopez. On n'est pas sur ce genre de pivot très lent. On n'est pas sur le Nurkic de l'époque Portland qui était très grand, très solide, très costaud, mais pas mobile. Non. Avec Hartenstein, on a aussi une certaine dose de mobilité et donc encore un peu plus dans ce registre de défense polyvalente. Ça va faire du bien aussi à un autre intérieur polyvalent comme ça. Alors que autant Chet l'était, autant les autres un peu moins. Hein. Le Jalen Williams, c'est pas trop ça, hein, la polyvalence défensive. Donc voilà un peu pour ce qu'on peut dire en plus du jeu des possessions, c'est tous ces autres atouts défensifs notamment. Et pour aller un peu sur l'attaque, c'est vrai que, on a déjà dit, le bémol, c'est à quel point ce qui va un peu empêcher ce spacing optimal. Parce que oui, il n'a pas de shoot. Mais, premièrement, on peut largement décaler les minutes de Chet et Hartenstein au moins un peu. Je pense que de toute façon, ils vont commencer les matchs et les finir ensemble. Et puis voilà, les deux ensemble, ça peut marcher très bien. Mais en plus, en bonus, on peut aussi, par séquence, conserver un peu cet aspect de Chet Holmgren seul pivot sur le terrain et donc 5 out. Et puis ensuite, il sort et on a de nouveau Hartenstein qui rentre. Et donc, deuxième point, quand il n'y aura plus que Hartenstein sur le terrain, on pourra aussi avoir des séquences de spacing presque maximales. C'est ça qui est intéressant, c'est que en faisant ce stagger, ce décalage de minutes, c'est d'un côté que Chet, on retrouve le spacing normal parce que shoot, ok, et de l'autre que Hartenstein, on peut aussi avoir des séquences avec peut-être pas optimal, mais un maximum de spacing parce que on peut créer du spacing même avec un non-shooter en fait. Et l'exemple qu'on peut citer à chaque fois, mais parce que c'est le meilleur exemple, c'est Miami avec Bam Adebayo. Parce qu'en fait, le spacing, c'est quoi? C'est faire partie des joueurs off-ball et donc devoir être un bon shooter parce qu'on est off-ball. Bon, très, très basiquement, on peut très bien avoir un bon spacing avec un intérieur qui ne shoot pas, mais si on lui donne la balle et qu'il est capable d'être dans le périmètre. C'est ce que fait Bam Adebayo, c'est ce que fait Sabonis aussi d'ailleurs. Hein. Souvenez-vous, la magnifique attaque l'an dernier, meilleure attaque de NBA, spacing en folie, etc. Bon, ça se fait avec un Sabonis qui ne sait pas shooter, pas du tout. Pareil à Miami, donc on disait, et donc pareil avec Hartenstein. Hartenstein fait partie de ces joueurs qui sont capables, qui n'ont pas de shoot, mais qui sont des passeurs totalement fonctionnels en termes de dribble and off, de jeu de main à main. Donc, c'est en ce sens où on peut un peu retrouver des séquences en spacing maximum quand les deux sont un peu séparés. Soit Chet parce que Chet a le tir, ok. Soit du coup Hartenstein de part en développant un jeu un peu plus centré autour de lui, de dribble and off, de jeu de main à main, où c'est lui qui est dans le périmètre. Et donc, s'il a la balle, il fait pas partie du spacing. Bref, donc ça c'est un peu pour mettre un bémol au bémol du spacing déjà, première chose. Deuxième chose, là encore, on l'a un peu évoqué dans le bilan 2024, si ça vous intéresse, mais je peux le redire un peu vite fait pour vous éviter d'aller tout écouter 14 fois. Mais on s'était amusé à faire un filtrage aussi en NBA cette année. Donc filtrage un peu statistique. Les joueurs qui ont plus de 12% d'usage, donc un certain volume de responsabilité, pas énorme, mais un peu. Plus de 1500 minutes également pour un certain minutage, pour pas prendre des joueurs qui ont joué à peine 20 matchs ou même 5 matchs, ok. Donc plus de 1500 minutes. Et puis, donc, des critères d'efficacité et de passing. Donc, minimum 1,35 points par tir. La productivité au tir, point par tir. Donc, minimum 1,35 points par tir. Et minimum 1,04 de ratio de playmaking. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est le nombre de passes que tu fais relatif à ton nombre de ballons. Voilà, c'est juste ça. C'est même pas pour dire la qualité de tes passes, c'est juste à quel point tu es dévoué au passing relatif à ton nombre de ballons. Donc 1,04 de ratio. Qui répond à ces critères en NBA en 2024? Il n'y a qu'un seul joueur qui répondait à ces critères et c'est évidemment Isaiah Hartenstein. Bon, en l'occurrence, sachez que le critère d'efficacité, on peut le descendre un peu parce que il est à ce point efficace, mais si on descend à 1,20 plutôt que 1,35, mais 1,20 points par tir en efficacité, on retrouve des LeBron James, Jokic, Haliburton, Austin Reeves, Sabonis. Voilà, il n'y a que du beau monde également, quoi.
Donc, pour dire un peu, premier tableau de la saison de Hartenstein aussi, on a affaire à quelqu'un qui est un passeur et qui est aussi extrêmement efficace. Et donc, pour un peu lister ses qualités, il y a de la finition. Alors, même si c'est pas de la finition aérienne, verticale et hyper explosive, mais c'est de la finition de très bon niveau, notamment un peu plus loin du panier parce que il y a du toucher de balle de bon niveau. Donc, c'est un peu le côté, un peu comme Ayton à l'époque, enfin encore aujourd'hui, mais surtout Ayton aux Suns, c'était pas forcément que des pick and roll où tu l'envoies sur les hoops. Tu pouvais aussi faire un petit pick and roll et puis lui donner la balle dans la raquette, un peu n'importe où dans la raquette. Pour lui, c'était une situation de finir l'action, donc de finition, parce qu'il a ce toucher de balle et donc il pouvait faire un petit flotteur ou un petit hook shot dans la raquette. Et je trouve qu'il y a un peu ça avec Hartenstein aussi, où ce qu'on n'a pas en verticalité, en explosivité, on l'a tout de même en toucher de balle. Donc ça, c'est bien en termes de finition. Et comme dit, il a été plutôt très très efficace. 1,35 points par tir, c'est énorme. Alors, petit volume, mais je veux dire efficace. Donc la finition, premièrement. Deuxièmement, le passing, qu'on a déjà un peu abordé, mais il y a plusieurs aspects à ce passing. Il y a le passing un peu de création ou de semi-création, si vous voulez, avec le dribble and off, donc les jeux de main à main. Ok. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que c'est de manière plus générale un passeur qui est très fonctionnel en mouvement. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi partie de l'ADN de OKC. C'est un point important, hyper important pour eux en termes de recrutement. Le personnel que veut OKC, regardez comment est-ce qu'ils scoutent, regardez comment est-ce qu'ils draftent, regardez qui est-ce qu'ils échangent. Ça se retrouve. Et je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est une priorité dans leur système et dans leur écosystème tactique d'avoir des joueurs qui sont pas seulement des finisseurs, pas seulement des créateurs, mais aussi des mecs qui, en mouvement, sont de très bons joueurs. Des joueurs qui sont capables d'être dans ce qu'on appelle l'adaptabilité en mouvement. Et là-dessus aussi, je pense que Hartenstein se font parfaitement là-dedans. C'est pas que le fait de faire des dribble and off et des jeux de main à main dans le périmètre à la Sabonis, à la Bam Adebayo, etc. Il y a aussi le fait que c'est un excellent passeur de short roll. Donc le short roll, qu'est-ce que c'est le roll du pick and roll. On ne roule pas jusqu'au panier. On fait un short roll, non pas au panier, mais qui s'arrête un peu à mi-distance. Et donc comme ça, et faire une action donc à partir de là. Et notamment, c'est vrai que c'est d'autant plus capital que on a aussi des stars porteurs de balles que sont HDA déjà actuellement, mais je pense également que Jalen Williams subira ça dans le futur. Quand tu as des porteurs de balles de haut niveau, il y a un moment où ils vont subir des prises à deux. C'est déjà un peu le cas. Et donc, quand il y a des prises à deux, ça veut dire deux sur le ballon. Il faut que le porteur de balle, soit capable de libérer la passe, ok. Mais ensuite, une fois que c'est fait, une fois que la balle est ressortie proprement, bon, tu peux pas faire une ressortie vers le joueur ouvert ou voilà, tu peux pas faire très, très compliqué. Juste, tu ressors la balle proprement. Et puis après, il faut être capable d'exploiter ça, de tirer profit de cette prise à deux en la punissant, en exploitant le 4 contre 3 derrière. Et donc, c'est ce que fait Chet Holmgren déjà très bien. C'est d'ailleurs ce que fait aussi pas mal Jalen Williams, pour le coup, qui est un très bon pivot passeur. Mais c'est également ce qu'est capable de faire un mec comme Isaiah Hartenstein. Déjà, ça en soi, c'est bien. Mais en plus, si Hartenstein est capable de faire ça, quel est l'autre avantage ? Ça veut dire que tu peux tout de même avoir un bon spacing, même quasiment un spacing parfait, puisque imaginons un pick and roll avec HDA en porteur de balle, ok. Le poseur d'écran, comme il peut faire du short roll, du passing en short roll ou des actions en short roll en sortie de dribble après ce pick and roll, ça peut être Hartenstein. Et donc, qui est dans le corner ? C'est Chet Holmgren. Dans le corner ou sur l'aile, je veux dire. Mais qui peut donc participer au spacing ? Ça peut être Chet. Donc, tu peux remettre un peu Chet Holmgren dans ce rôle de spacer, en fait, de off-ball. Il n'est pas obligé d'être le poseur d'écran sur tous les pick and roll. Donc, ça permet aussi dans cette configuration, vous voyez bien qu'il y a un bon spacing. Donc, d'abord, la finition et le toucher de balle. Deuxièmement, le passing de manière plus générale et sous différents aspects. Troisièmement, et c'est peut-être un peu sous-estimé ça aussi, c'est à quel point c'est un bon poseur d'écran. Poseur d'écran sur des dribble and off, mais aussi poseur d'écran très simple. Même quand il n'a pas la balle, je veux dire. Juste poser l'écran sur pick and roll. Et pour le coup, c'est vrai que c'est assez sous-estimé comme qualité. Et c'est vrai que autant parfois, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup ou un peu trop sur cet aspect avec certains joueurs qui ne posent pas bien l'écran, alors que parfois, parfois c'est juste, en fait, le but n'est pas de poser l'écran. Parfois, le but, c'est de glisser l'écran, d'aller vite au panier. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de contact, un peu avec nos standards d'avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, non, il faut poser un écran très dur. Non, dans la NBA actuelle, parfois, le fait de glisser l'écran, c'est voulu. Donc, je pense que parfois, il y a un peu d'exagération de ce point de vue-là, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que avoir un top poseur d'écran, ça peut aider, paradoxalement ou pas, je sais pas, mais ça peut aussi participer au bon fonctionnement de l'attaque et du spacing. Finalement, avoir un très bon poseur d'écran, ça aide pas mal à créer le jeu. Parce que
En fait, il y a un peu deux aspects dans la création de jeu. Il y a ton schéma, à quel point ton schéma est créatif, ok. Mais après, il y a un autre aspect qui est à quel point le schéma est bien exécuté. Et en fait, quand tu as un bon poseur d'écran, bah, tu n'as pas forcément tout le temps besoin d'avoir 3000 coupes, 3000 mouvements, un système gadget pour libérer un espace. Bah non, si tu as un mec qui est capable de poser d'excellents écrans, le décalage, il est fait. Et tu peux avoir un système extrêmement simple pour créer le jeu. Juste pick and roll. Mais si l'écran, il est dur, il est bien posé, et que le défenseur se prend dedans, bah ouais, le décalage est créé, et puis on y va, quoi. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que c'était une des valeurs de Valanciunas côté New Orleans. Je pense en partie, notamment sur les pick and roll entre gros, la capacité de Valanciunas à faire des très bons écrans sur des intérieurs qui défendaient Zion, ça a beaucoup aidé à libérer tout ce fameux jeu des pick and roll proches du panier de Zion. Si ça vous intéresse d'aller voir la chaîne YouTube, on avait fait un truc là-dessus. Ou alors, sinon, l'exemple à Memphis de Steven Adams. Et donc, je dis ça parce que, en un sens, c'est vrai que ce fameux jeu de dribble and off qu'on a déjà développé avec Hartenstein, c'est pas totalement ce que veut faire OKC en attaque. En tout cas, jusqu'ici, c'est pas totalement ça. OKC, c'est beaucoup de jeux de drive, justement, un écran par-ci, un écran par-là, faire arriver le joueur déjà un peu lancé, etc., etc. Et c'est vrai que pour l'instant, tout ce qui est un peu passing posto, le dribble and off, c'est pas totalement l'identité de OKC. Mais par contre, ce qui peut totalement rentrer dans cette identité et aider cette identité offensive, c'est la pose d'écran. Et même, j'ai envie de dire, de surcroît pour une équipe qui fait autant de drive, c'est vrai qu'avoir un mec qui peut faire des écrans, de très bons premiers écrans, voire même qui peut exceller dans ce qu'on appelle le Gortat screen, donc le rescreen, le deuxième écran, l'effet qui se coule, donc un premier écran par exemple pour le mec qui part à droite, et puis plus loin au panier, hop, un deuxième écran pour ensuite verrouiller le défenseur, le protecteur de panier, et libérer ensuite un deuxième espace pour un lay-up ouvert. Voilà, ça c'est vrai que c'est un truc que OKC n'avait pas tant que ça. Autant sous certains aspects, le jeu de dribble and off, ça colle pas totalement à ce qu'il y a déjà en place, autant ce jeu d'écran, oui. Ça colle parfaitement. Et d'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner sur un autre point, qui est la diversité tactique que justement il va apporter. Je pense que l'identité principale restera ce jeu de drive, d'abord et avant tout, sur lequel OKC domine la NBA depuis même avant d'être bon, depuis 2020, 2021, depuis que Mark Daigneault est là. OKC, c'est l'équipe qui fait le plus de drive de NBA, SGA est le driver le plus prolifique de NBA en termes de volume, etc., etc. Donc oui, ça restera l'identité principale offensive, mais ce que j'aime bien, c'est un peu la diversité que lui peut apporter. Et donc, concrètement, ce jeu de dribble and off, et donc de mecs qui vont pouvoir venir un peu tourner autour de lui, ou alors des coupes qui peuvent se faire autour de lui, qui est un poste haut, qui est à ligne à 3 points, et qui va faire des passes depuis cette position un peu loin du panier, ok. Et puis aussi, un aspect un peu simple, mais juste de l'attaque et de la création sur post-up. Ça aussi, c'est vrai que des vrais scoreurs de post-up, il n'y en avait pas trop côté OKC. Et bon, lui, c'est pas la folie non plus, mais contre un mauvais match-up ou contre un switch ou contre un mismatch, il peut le faire un peu parce qu'il a ce point grand, à ce point long, à ce point lourd. Donc voilà, c'est bon, le post-up limite, c'est un mini bonus, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, ça colle pas totalement à l'identité, mais en même temps, ça peut faire du bien aussi selon les match-ups, selon la défense, selon aussi, si t'as pas, notamment, si t'as pas SGA sur un match ou pas Jalen Williams, t'as pas un des deux moteurs d'attaque de drive, donc tu peux aussi alterner un peu. Donc voilà, je pense que ça fait pas de mal, comme dit, parce que c'est un petit bonus, cet aspect de diversité tactique et de pouvoir attaquer un peu autrement, pour le coup, tout en sachant que c'est pas que ça. Comme on l'a dit, il y a aussi le côté poste d'écran, qui ça, pour le coup, est très bien et s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la lignée principale, l'identité principale de l'équipe, le truc principal, quoi. Bref, je pense qu'on a déjà fait assez long, mais voilà aussi pourquoi est-ce que moi je suis très fan de ce joueur, c'est qu'il y a tellement de valeurs qu'on peut aller trouver un peu partout, quoi. Oui, le gros bémol, c'est le spacing, et c'est un peu dommage en un sens de sacrifier ça, mais finalement, en dehors de cette faiblesse que il va un peu gâcher, c'est peut-être un peu gros quand même, mais il va un peu altérer le fait qu'on pouvait avoir un spacing parfait. C'est vrai qu'en dehors de ça, on a un mec qui peut participer au jeu des possessions de manière brillante. On a un mec qui peut faire du rebond, des turnovers, qui peut aussi en attaque participer à ce jeu de drive de par ses écrans, qui peut apporter un peu autre chose de par ses dribble and off, et donc lui-même être un peu un créateur d'attaque et un point focal de l'attaque. C'est un mec qui peut aussi apporter tellement en défense, en dehors du jeu des possessions, mais sur le côté défense du post-up, sur le côté déverrouiller le potentiel de safety, de libéraux de Chet Holmgren, parce qu'il y a un autre gros à côté qui peut prendre le ballon, le côté drop défensif de haut niveau, le côté polyvalence aussi.
le côté protecteur de panier d'élite. Enfin voilà, pour moi, c'est pas parfait, mais franchement, on n'est pas loin. Hein. Le parfait, c'est s'il avait un tir à 3 points en plus, ok, ça on est d'accord. Mais honnêtement, dans ce côté identité tactique de l'équipe, je vois pas où est-ce que ça colle pas, donc on a dit hormis le shoot. Et vous allez me dire, mais oui, mais il y a que ça, mais ça peut être gros. Oui, ça peut être gros, À surveiller comment est-ce que, tactiquement, est-ce que McDaniel peut arriver à, un peu avec sa créativité tactique, à compenser ça. Moi, je suis aussi optimiste de manière générale parce que je suis très haut sur McDaniel aussi et j'aime beaucoup ce qu'il fait tactiquement, vous le savez. Donc, j'ai pas de mal à le voir un peu sauver les meubles, même plus que ça, hein, plus que sauver les meubles, mais arriver à tout bien combiner. Le fait que les deux ensemble peuvent bien jouer quand on arrive à bien les associer, le fait qu'en plus ils peuvent jouer chacun de leur côté et donc arriver à maintenir ce côté spacing maximum quand il y en a à chaque fois un sur le terrain. Bref, moi franchement, pour cette identité tactique à la fois offensive et défensive, pour moi c'est un ajout parfait. Et c'est pas pour rien qu'ils ont mis autant d'argent, je pense. C'est pas que on va se payer ce mec parce que il faut bien qu'on dépense l'argent et puis il y a personne sur le marché, donc prenons-lui. Non, je pense pas. Donc voilà, je serais surpris s'il ne joue que 20 minutes par match, je serais surpris s'il sort du banc, et puis je vais vous dire un truc, hein, même si c'est le cas, je pense que c'est un plutôt bon contrat à échanger. Hein. Ça fait un peu cher, mais honnêtement, un pivot titulaire qui est payé 30 millions l'année, c'est pas un scandale. Donc scénario catastrophe à OKC, je pense qu'il y aura forcément des repreneurs sur le marché, y compris d'ailleurs, paradoxalement, ou ironiquement, y compris à New York. Hein. New York, ils ont encore Randle. Je pense que l'échange Randle contre Hartenstein, ils le font assez rapidement. Mais voilà, là, bref, là on est quand même dans le scénario catastrophe où ça clique pas du tout à OKC. Je voulais quand même faire ce podcast pour dire que, premièrement, il y a l'aspect de construction d'équipe et de timing à surveiller. Et puis, pour l'aspect tactique, on l'a développé. Caruso et Hartenstein s'inscrivent parfaitement dans ce fond de jeu et ce jeu des possessions sur cet objectif tactique. Donc, c'est parfait, mais ça, ce n'est que le papier. On se donne évidemment rendez-vous dans quelques semaines à peine, c'est bientôt, dans quelques semaines à peine, pour faire les premiers constats, non pas sur le papier, mais en vrai, de cette équipe d'OKC 2025 qui pourrait prétendre à plus que seulement la première place à l'Ouest. À mon avis, on est à un move près d'avoir avec OKC peut-être un des, si ce n'est le candidat au titre 2025. Rendez-vous très bientôt pour juger de comment est-ce que l'adaptation Hartenstein et Caruso se fait. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je n'aurai pas fait très long, mais voilà, je voulais un peu exposer les deux versants intéressants de cette histoire, donc cet aspect de stratégique et ensuite la tactique. Si j'étais vraiment cynique par rapport aux statistiques et tout ça, j'aurais peut-être dû d'ailleurs séparer ça en deux et ça ferait 2 vidéos à la place d'une, mais non, mais ça me plaisait, de blague à part, de couvrir le sujet un peu dans sa totalité. Je suis très intrigué par cette équipe que j'adore tactiquement, j'adore SGA, j'adore Mark Daniel. J'adore les ajouts qu'ils ont fait sur le papier et dans la théorie. Je pense que c'est hyper intéressant et j'en viens même à rêver. Je me dis, est-ce qu'on va pas se parler en février prochain avec Kawhi Leonard dans les rangs de OKC et donc une méga armada de OKC pour les 3 prochaines campagnes de playoff. Alors vous me direz, il sera peut-être blessé, mais ça pourrait être intéressant. Enfin bref, on verra tout ça avec OKC. À la fois l'adaptation et puis aussi le gros move qu'ils doivent faire. On suivra ça et on espère qu'il va venir un jour, hein, parce que on commence à s'impatienter sur cet aspect de... Vous avez 30 pics à dépenser, dépensez-les, bon Dieu. Mais bref, voilà pour ce podcast sur OKC. J'espère qu'il vous aura plu. Et nous, la prochaine fois, on va se retrouver pour parler de draft, une nouvelle fois. Parce qu'on m'a dit, t'es bien gentil, t'as parlé des Français, mais on aimerait bien y connaître un peu plus sur les autres. Donc, la prochaine fois, on parlera des autres prospects de draft. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme à chaque fois. Je le répète à chaque fois, mais ça fait vraiment très 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 plaisir. Merci beaucoup. Et en espérant que ça vous plaise encore très longtemps. Non pas 300, mais 8000 épisodes du Basket Lab. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos petites étoiles partout. Ça fait très 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 plaisir. Merci vraiment. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.